Elias, je sais plus ou moins. Bah, ça a commencé par une déprime mais ça finit par la vie est belle, donc c'est plutôt pas mal. Tu deviens pas un peu bipolaire, toi. Fais gaffe, on arrive à la fin de la semaine, hein, c'est ainsi qu'il va recommencer. Ah merde, Ah ouais, c'est merde. Demain, c'est le Putain, on m'a pas prévenu. Putain, merde. C'est le gouvernement, c'est la faute du gouvernement. C'est la faute du gouvernement. Alors, tu marches. Ouais. C'est les particules dans l'atmosphère, c'est ça. C'est les chemtrails, Les mec. chemtrails, enfoiré. Enfoiré de chemtrails, toujours à pourrir ma vie. Tu vois, je pourrais être quelqu'un de bien, qui réussit dans la vie et qui est quelqu'un d'important et tout, mais c'est putain de chemtrails, quoi. Moi, ça a complètement du sens. Ah, c'est génial. Putain, gros, mais les chemtrails en fait. T'imagines que sans ça, je serais un homme accompli quand même. Tu serais Superman, bah oui, tu t'envolerais, quoi. Tout ça à cause de ces putains d'Illuminati, quoi. Franchement. Le jour où j'ai un Illuminati devant moi, je te jure, T'as gâché ma vie. Il est où, il est là, mon Kindle. Voilà. Ah merde, c'est pas ouf pour la prononciation, les bonbons à sucer. Les bonbons à sucer, c'est pas top. Bon, je suis pas très C'est pro. marrant écoute. avec bonbon à sucer, c'est qu'on peut mal l'interpréter de plein de façons différentes. Bah non, enfin je veux dire. C'est c'est un bonbon ouais, à c'est- sucer. Enfin, ouais, voilà. qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau? Y a rien de plus, tu vois, je veux dire, c'est clair. Bah, je veux dire, bon, qu'est-ce qui est bon? On va parler philo, je te rappelle. On est en mode. Justement. On est des gens intelligents, il y a un bon mood. Un bon mood. Ouais, c'est ça, mood. on est sophistiqué, tu vois. Sophistiqué, On est attention, on est intelligent. Intelligent, je sais pas, mais. On est sophistiqué en tout oui. cas. Est-ce qu'il faut être intelligent pour être sophistiqué? Franchement, 3 c'est parfait pour un podcast. Je crois pas. Je crois pas. Moi, je suis pas convaincu non plus. Hein? Est-ce qu'il faut être intelligent pour être sophistiqué? Ouh, c'est cool. Un micro dans ma bouche. Allô, Allô, allô. J'ai envie de dire non. Vous Bah avez dit voilà. non, vous aussi, hein? On l'a dit Ouais. non, nous Ouais, aussi. ouais. Après c'est facile, on n'a pas de. J'hésitais à lire le texte pour Benjamin ou pas. C'est sur la manif d'hier. Bah. Ouais. Ça dépend, ça a du sens. C'est pas vraiment, ça a rien à voir avec la philosophie. Moi, ça parle d'actualité. Mets-le peut-être à la fin alors. Je le mets à la fin. Bonne idée. Yes, Merci. bien vu. Bien vu, bien vu. Merci T'as à vu, tous. c'est pour ça qu'on a Ulysse avec nous. Ulysse, il règle tous les problèmes. Ouais, tous les problèmes techniques, si C'est vous avez ça, des tous problèmes les dans problèmes vos de vies, facture, des tu vois. problèmes de bail, Coucher des le pas problèmes chez de mafia, sexuel, des voilà. mises à mort, enfin je peux tout faire. Ulysse, il fait tout, quoi. Prise d'otage. Il règle tout, il règle tout. En fait, je suis pas. Hier, j'ai fumé un peu des cigarettes personnalisées. Et je me rends compte que l'effet était quand même plus puissant et il survit jusque maintenant, tu vois. C'est. Le lendemain, c'est ce qu'il y a de pire quand tu fumes des joints. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai envie d'arrêter. Hein. Le Mm. lendemain, c'est horrible. Mais le mets bien dans ta bouche, hein, le micro. Quand tu parleras. Justement. Comme ça, ouais, bien mâché, tu vois. Comme ça, on entend bien. Il est en train de manger de la bouffe inutile. Et on- c'est super vite. Bon, ben on y va, quoi. Ça a commencé? Bah non, pas encore. Non. Il faut que j'appuie sur le bouton intro bienvenue qui se trouve ici. Ah oui, c'est ça. Et donc regarde ce qui se passe. Merde, j'ai pas mis le son. Ok, je le refais. Voilà, maintenant ça a commencé. Avant, il y a rien qui se passait, mais là, maintenant, ça a officiellement commencé. Et maintenant, le temps se Ouais. déroule. Le Voilà. temps se déroule, on est dans les sphères spatiales enregistrées dans les 5e dimensions digitales. C'est le Big Bang de cet épisode. Hein. C'est ça. La jeunesse. La genèse et le début de toute l'existence. Voilà, avant qu'on commence, est-ce que vous avez, je sais pas moi, des pubs ou des trucs comme ça, ou des pitchs à faire de ceci, Non, moi, cela? jamais. Jamais. Toujours contre le fait de se promouvoir et de se montrer comme étant quelqu'un Non, d'existant. absolument pas. Quand j'aurai quelque chose avant, je le vendrai avec beaucoup de ferveur. Mais là, j'ai rien à vendre, du coup, je passe mon tour. C'est ça, tu passes ton tour, Elias. Bah, moi, la Concert. même chose que la dernière chronique, sauf que cette fois, ça se passe cette semaine, c'est ce jeudi. Voilà. Ah ouais, bah, voilà. Ce jeudi au Sounds Jazz Club Avec le Nicolas Lozon. avec le Nicolas Lozon Septet. Donc voilà, on est 7. C'est pour ça que ça s'appelle Septet. Mmh. Et on fait du jazz. C'est pour ça qu'on joue dans un jazz club. Ils vont faire des tabadou-badou-badou-da. Ouais, il y en aura. Hein, parce que c'est assez facile d'accès en fait. C'est entre le jazz sophistiqué et la pop en fait. Si vous connaissez Snarky Wow. Puppy, c'est pas loin. C'est pas évident. Wow, à Snarky visualiser. Puppy. Disons que Dis d'autres noms de groupes stylés, à quoi ça se compare? mes projets. Wow. Non. Oh, les Tu cheveux. vois Mozart Ah, tu vois Mozart? Bah voilà, moi je suis pas loin. Mais Ah, un peu au-dessus. quand même. Hier, par contre, j'ai entendu une blague.
C'est pas une blague parce qu'apparemment c'est dans un vrai morceau. Et donc la parole, elle va du style on cherchait Mozart parce qu'on veut entendre Mozart. On était déprimés parce que Mozart était parti. Du coup, on va dans le frigo et on l'ouvre et Mozart est là. Ah oui, j'avais vu. Tu connais le morceau? Je connais. Ok. Putain, donc c'est vraiment un morceau. Ok, cool. Bah voilà. Bon, tout ça pour dire, Ouais, non, jeudi c'est- à mon concert, ça va être super. Ouais, voilà. Bah, c'est pas mal. Et c'est un albinos. Ouais. Ah. Et du coup, il est roux. Un Enfin, albino, c'est pas pour me moquer des albinos, mais il est encore plus ridicule. Ouais, cool. Hmm. Et il s'appelle comment? Waouh. Je sais même pas si je chantais correctement le truc. Non, mais la dernière partie est bonne. Mais sinon, non, je me souviens plus du nom. Genre, tu sais, mémoire sélective, tout ça. Ouais, je connais bien. Hmm. Et donc voilà. On s'empressera d'oublier ça, nous aussi. Ouais, C'est ça. c'est important. C'est important. Hygiène mentale, tout ça, sinon après on devient fou. C'est ça, garder trop de faits inutiles les uns dans la tête, les uns dans les autres, commencer à les lier bizarrement. Ouais, et c'est puis, mauvais pour vous avoir cette des émission. Vas-y, on va Chronique commencer à devenir inutile, c'est intelligent dans là, merde. Franchement, mais ça va, il y a des gens qui, il y a de moins en moins de gens qui like, de moins en moins de gens qui écoutent. On est Ah ouais arrivé à un stable 10, alors qu'il y en a certains avec 74 personnes qui l'ont vu. Ça va trop Donc loin. c'est bien, ça descend. Le mal fait Ouais. ne se répand pas trop. C'est bon. Alors, je vais commencer, et puis je vais le laisser manger tranquille. On va mettre l'orgue. La renommée de Koutk grandit. Il reçut une invitation à une conférence débat. Il représentait les anciens dieux. Ces anciens dieux ressemblant à des phénomènes de la nature. Ces anciens dieux n'avaient pas encore de formes humaines. Les plus jeunes les ont invités. Ces jeunes dieux avec leur forme humanoïde. Ces jeunes dieux vénérés par les nouvelles civilisations auraient amené plein de choses à l'humanité. Les jeunes ont invité les anciens à débattre du futur de la planète appelée Terre. Gaïa était présente. Les jeunes ont lancé les choses. Ils ont utilisé des mots compliqués, des mots précis, des mots justes. Apollon argumentait. La justesse des mots montre la justesse de l'esprit. Les anciens dieux qui vivaient dans le monde avaient du mal à comprendre ces jeunes dieux avec leur art et leur philosophie et leur civilisation. C'est alors que Koutk prit la parole. Mesdames, messieurs, le particularisme dû à notre histoire unique conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice. Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause que je peux affirmer aujourd'hui que le particularisme dû à notre histoire unique doit prendre en compte les préoccupations de la population de base dans l'élaboration d'un avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui me contredirez si je vous dis que la volonté farouche de sortir notre univers de la crise doit nous amener au choix réellement impératif d'un programme plus moral, plus éthique, plus fraternel et plus juste. Je reste fondamentalement persuadé que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que la volonté farouche de sortir notre univers de la crise interpelle le Dieu que je suis et nous oblige tous à aller de l'avant dans la voie d'une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques. Je vous remercie. Les jeunes dieux étaient bouche bée. Ils avaient la bouche ouverte pendant un moment. Un silence inconfortable s'installait peu à peu, quand tout à coup, de l'arrière, on pouvait entendre un premier applaudissement. C'était Hermès, un frère farceur de Koutk, puis un autre applaudissement. Krishna a commencé à applaudir aussi. Les jeunes dieux farceurs ont commencé à applaudir. Les autres dieux ne voulaient pas avoir l'air stupides devant ce discours fantastique de Koutk que Koutk a énoncé et ont commencé à applaudir aussi. Les anciens n'ont pas trop compris mais ont commencé à applaudir. Koutk avait réussi. Les dieux l'aimaient. Donc voilà. Voilà comment j'ai voulu lancer la philosophie. C'est hyper péjoratif. J'avoue. Mais en même temps, je me suis dit, ouais, ça pourrait être plus positif aussi. Bah, commençons sur du positif. Qu'est-ce qu'il y a de bien à la philo? Bon, pas grand chose, c'est beaucoup de verbiage. T'es là, tu mets des mots compliqués, puis les gens ils disent waouh, ce type est intelligent, je vais croire ce qu'il dit. Et puis, ouais, c'est ça. Non, mais parfois il y a des mots compliqués qui ont du sens et ils sont enchaînés d'une telle façon que la personne elle se dit ah waouh, les mots compliqués qu'il a enchaînés les uns sur les autres, ça m'inspire dans ma vie réelle et dans tout ce que j'ai vécu. Et du coup, j'ai un sens plus profond à tout ce que j'ai vécu parce que les mots que lui a enchaînés de manière tellement intéressante me font écho au plus profond de mon âme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Moi, je dirais que la philo, ce qu'il y a de, on va dire, positif, c'est que ça fait un peu une pause comme ça par rapport au temps qui se passe. Quand tu rentres dans le temps de la philo, il y a plus de... Le temps s'arrête en fait pour moi. Et en fait, c'est intéressant parce que tu parles des choses un peu dans l'absolu comme ça. Bon, des fois, tu parles quand même concret parce qu'il y a plusieurs écoles de philo. Mais grosso modo, le temps où tu philosophes, c'est du temps qui peut être vu comme du temps perdu ou du temps gagné justement parce que tu as pris de la hauteur et après pour peut-être mieux revenir dans le monde réel quoi. C'est le côté positif de la philo, je trouve. T'as donc une sorte de méditation active en ayant certaines pensées. On peut voir ça comme ça. Ouais. Ah ouais. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Ouais. Mais du coup, parce qu'il y a quand même une communion entre les gens qui parlent philosophie, une communion de dingue, même parce qu'ils doivent avoir des références de dingue en commun et tout. Mais quand ils le font, t'as vraiment, c'est presque religieux en fait. Le moment, tu vois, l'énergie du moment, c'est presque c'est de la communion. On est là, oui, mais machin, tu penses quoi? Une communion entre un tel, il a dit ça, etc. Ouais, parce que tu vas citer un philosophe. De la même manière que tu vois, t'as des théologues qui vont citer leurs textes. C'est vraiment un vrai moment de communion et de compréhension du monde et de l'autre, etc. Et puis tu pars quoi. Si je puis m'exprimer sur le temps en philosophie, il y a un chouette philosophe qui s'appelle Henri Bergson. Yes, vive Bergson, j'aime bien. Ah ben voilà. Et en fait, lui... Ils ont communié. Hein. Bien sûr. Et lui, il dit que l'erreur de la philosophie, ça a été de retirer tout le temps leur réflexion, justement. En cherchant l'absolu et les choses éternelles, en fait, on ne prenait plus du tout en compte le temps. Et pour Bergson, c'est encore le plus important pour un être vivant, c'est dans le temps que s'écoule la vie et que c'est presque en fait l'essence du vivant. Et que du coup la philosophie en cherchant l'absolu et tout ça a totalement négligé ça, alors que c'est une composante essentielle. Il y a d'autres philosophes donc ça sous-entend presque que la philosophie de son point de vue avant lui, parce qu'il a révolutionné un peu la conception du temps, si je me souviens bien, Bergson. Avant lui, donc la philosophie c'était une pratique morte quoi. Comment ça? Morte parce qu'on n'est pas dans l'énergie de la vie, on prend pas en compte le temps des humains quoi. En fait, à partir de Nietzsche, justement Nietzsche va émettre cette critique, va essayer parce que aussi pour la philosophie, en fait chaque philosophe a sa définition, du coup c'est assez compliqué, surtout qu'on est trois amateurs et qu'on va essayer de parler de philosophie, de ce que c'est, donc c'est assez compliqué. Je trouve qu'on peut se donner des diplômes de philosophie, je vous accorde tous maintenant un diplôme en philosophie de la grande université de Koutsk, et voilà, nous sommes tous des professionnels et il est tout à fait légitime à parler de la philosophie. Je peux avoir une chaire? Une quoi ça? Une chaire. Genre je deviens enseignant et tout. Ah écoute, alors ce que je te propose c'est que tu peux mettre ça sur ta tête et comme ça tu auras une méga toge, tu vois. Et bon, je la mettrai après parce que c'est un peu encombrant. Voilà. Et puis est-ce que c'est la toge qui fait le prof ou est-ce que c'est le prof qui fait la toge? Je voulais faire une référence avec l'habit qui faisait le moine ou pas. Mais vas-y. Oui, et du coup justement il critique ce truc en fait. Nietzsche diagnostique, chaque philosophe fait son diagnostic de l'histoire de la philosophie. Pour Bergson, c'est à partir de Xénon d'Élée qui essaye de montrer qu'on bouge pas en fait, il n'y a pas de temps, que rien ne se passe. Et pour Nietzsche, c'est Socrate qui nie le corps et la vie et se perd en fait dans l'intellect. Et c'est un peu le reproche qu'il fait à toute la philosophie après jusqu'à Descartes qui en est le point culminant. C'est que toute l'importance de la vie est placée dans l'intellect et dans la pensée. Et on approfondit énormément la pensée, on se perd dans des problèmes insolubles. Et Nietzsche dit, c'est totalement inutile, il faut revenir à quelque chose qui nous aide à vivre. Et il voit la philosophie comme une manière de vivre. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste des petits problèmes, tu vois, d'où vient notre esprit, qu'est-ce que l'âme. Ça veut dire quoi sophos en grec? Ça veut dire sage. J'aimerais bien, pour le coup, si vous êtes d'accord bien sûr, revenir à quelque chose de plus basique. Qu'est-ce que c'est la philosophie? Selon vous, cher diplômé de l'université, docteur de l'université de Koutsk. Sagesse du savoir, c'est ça? Pardon? Philosophie, sagesse. Parle dans le micro. Ah, c'est pas grave, moi je m'en tiendrai à ce que Nietzsche en a dit et qui me paraît en fait le plus intéressant. C'est donc que la philosophie, c'est une manière de vivre.
Comme au final, la religion, la spiritualité, c'est à chaque fois des manières de vivre. Mm. Et que c'est pas plus que ça, et que quand on pense que c'est plus que ça, alors on arrive à tout ce que les gens trouvent chiant dans la philo, en fait. Tous les trucs insolubles qui parlent d'âme et de cosmos, et de trucs qu'on peut pas vérifier. Et donc ça c'est un des aspects communs donc, de la philosophie, c'est une manière de vivre, mais donc il y en aurait d'autres qui rentrent là-dedans. Parce que, donc ça c'est la conception que tu trouves la plus intéressante, mais communément donc il y en aurait d'autres. T'as parlé de... Enfin je sais pas comment tu appellerais ces trucs plus compliqués qui parlent de cosmos et tout ça. Bah, tout ce qui est métaphysique et tout ça, genre où t'essayes... moi l'impression que j'en ai, et alors bon... je ne cite aucun philosophe et je ne me cite que moi-même, donc il faut prendre ça avec des pincettes en sachant que c'est moi qui y ai pensé. Mais j'ai quand même l'impression que en fait, toute la métaphysique, au final, tu es là, tu parles et tu dis oui, il y a 3 dieux, ils partagent les choses comme ça. Et une fois que tu as fait tout ton système avec tous tes dieux qui contrôlent différentes choses, bah, qu'est-ce qui te reste? Enfin, qu'est-ce qui s'applique vraiment? En fait, c'est juste que tu dis, ah bah l'univers est séparé en 3, gouverné par 3 dieux, donc moi, je dois séparer les choses en 3, ou je dois vivre selon ces 3 séparations. Et en fait, ce qui reste au final de la métaphysique, c'est une manière de vivre à chaque fois. Et qu'en fait, on pourrait supprimer le chemin de la métaphysique, qui est au final assez improuvable ou quoi. En fait, je pense que ça lui donne une force en plus d'être au-dessus de toi et d'imaginer qu'elle gouverne ton monde. Ça, du coup, t'as aucun doute dans la manière dont tu vis. Mais qu'au final, on pourrait s'en passer, juste se dire comment est-ce qu'on veut vivre. Je vais tenter parce que tu as parlé de métaphysique, je vais tenter une définition de la métaphysique comme on me l'avait expliqué. J'espère que j'ai bien retenu. Donc tu as l'étude de la physique qui est une étude scientifique de comment fonctionne le monde de manière concrète. Et puis tu as l'étude de comment fonctionne le monde, donc au-dessus de la physique, et donc la métaphysique, c'est-à-dire les choses une étude de pourquoi les lois fonctionnent, comment elles fonctionnent, et donc en fait presque une quête de sens alors, qui est pour toi alors est équivalable à une manière de vivre? Bah, je pense que ma réflexion c'était que en fait tout ça, ça justifie une manière de vivre. Ah ouais. Voilà, c'est ça le chemin, c'est que en fait une fois que tu as établi tout ça, c'est juste pour savoir comment vivre. Une fois que tu sais c'est quoi le sens de l'univers et quelle est sa direction et tout ça, et ben tu suis la même direction dans ta vie, sans aucun doute parce que ça a été prouvé par des philosophes, ou encore mieux si c'est une religion qui te donne des préceptes comme ça. Et alors Mange tous les matins de Kellogg's. par exemple. Ça c'est un précepte, et si tu le suis tous les jours, peut-être que dans 10 ans tu auras du diabète, tu vois. Ou le paradis. Ou le paradis, enfin les deux peut-être. Peut-être que le diabète amène au paradis. Ou le paradis au diabète. Arrêtez. Moi, de mon point de vue, bon, c'est un peu parallèle, mais ça se rejoint, je pense. La philosophie, c'est le dernier rempart qui garantit l'humanité avant la prochaine évolution. Ça, c'est ma punchline. Wow. Maintenant, je vais essayer de la justifier. de l'expliquer. Non, les punchlines, ça se justifie pas. Faut les laisser sur Faut les laisser. Et puis tu vois, et tu regardes les gens sérieusement, genre, est-ce que tu vois avec l'espèce de regard en mode, est-ce que t'as compris ce que je viens de dire, ou est-ce que Did you got me? Tu vois, Est-ce que t'as did you compris? get me? C'était Tu vois, trop c'est compliqué pour toi, peut-être. Ouais, c'est bien possible. C'est Ouais. bien possible. C'est Bah, bien écoute, possible, ouais. c'est pas que Bon, je suis en train de dire que t'es con, mais peut-être que tu devrais le penser. C'est de la philo, hein. C'est de la philo, Ah, ouais. Faut s'accrocher, mon petit. C'est le game, c'est comme ça. Si tu piges pas les mots que j'utilise, peut-être qu'à un moment tu devrais sortir ton dictionnaire, quoi. Ça c'est un. Allez. En fait, Rappelle-nous la punchline. Le dernier rempart contre. dernier rempart qui garantit notre humanité avant la prochaine évolution de l'humanité. Ah, ok. Là, pour l'instant, il ne reste plus que ça pour qu'on soit des humains. Si on n'a pas ça aujourd'hui, on n'est que des petites fourmis qui font leur bête chemin, et aucune personne qui est là en train de dire mais pourquoi tout ça, etc. Et puis il y a un moment où il va se passer un truc, et peut-être qu'on se posera plus la question, peut-être qu'on s'en posera plus, mais en tout cas il y a quelque chose qui va changer dans le fonctionnement de l'humain. C'est parce que l'humain fonctionne d'une certaine manière qu'on est arrivé à la philo. Genre par exemple au début on cherchait à survivre, après on arrivait à survivre mais il y avait des denrées qui nous plaisaient chez les autres, on s'est mis à se taper dessus, on s'est mis à créer des religions, etc. pour dire que tout ça avait un sens, ou pour imposer une autorité qui est de la politique en fait, hein. Ensuite on s'est rendu compte que non, finalement on va peut-être faire la paix, etc. Enfin plein de raisons qui font qu'en fait finalement il y a des états de paix qui se font. Là il y a du commerce, et à partir du moment où tu arrives à ne plus
philosopher, parce que déjà, la théologie, c'est quand même très très proche de la philo. Hein. C'est juste que c'est d'autres paradigmes qu'il y a au-dessus. Mais ce que je dis tout à l'heure, le concept est un peu le même. Quoi. C'est un peu compréhension de l'humanité, compréhension des échanges entre nous, comment ça se passe, quand on est de cultures différentes, quand on est de la même culture, entre les générations. Enfin, c'est toujours les mêmes problématiques. C'est l'âme, l'humain... voilà, ses actions, le temps, enfin tous les trucs, voilà, les concepts quoi. On parle de concepts. Et puis il y a un moment où même quand tu remets en question le concept même qu'il y a des règles au-dessus qui sont définies et que en fait peut-être que c'est l'homme qui s'est défini lui-même, etc. et qu'on rationalise tout ça, on attend toujours la punchline, ça s'appelle la philo. Ouais, ça s'appelle la philo. Il y a plus de au-dessus, on vire tous tes dogmes. C'est-à-dire le concept même de la philo, c'est que tout ce qui est dogme, attention, là tu parles de dogme, attention là, pam. Donc il y a ce truc là et donc je sais pas, aujourd'hui on est dans une phase, enfin depuis quand même plusieurs dizaines d'années où c'est toutes les théories un peu orientales qui nous reviennent dessus. Le problème c'est que ces théories, il y a quand même des gros dogmes qu'on peut pas prouver par-dessus, donc ça devient compliqué. Donc il y en a qui trouvent des techniques, genre par exemple créer la méditation de pleine conscience, qui est ni plus ni moins, on en parlait il y a pas longtemps, que la méthode technique de yoga, Vipassana, qui est clairement une pratique entre guillemets religieuse. Enfin en tout cas il y a des croyances derrière. Et eux ce qu'ils ont fait, qu'ils ont juste pris les actes, ils ont viré tout le côté, tout le substrat qu'il y a au-dessus, substrat mais qui est au-dessus, ça c'est marrant ça, de croyances, et on garde juste le côté efficace, un peu comme la pratique, PNL, un peu comme tout ça. Et donc la philosophie c'est un peu le même délire par rapport à la théologie quoi. C'est un peu ce truc là. Et donc il y a un moment où est-ce qu'on va continuer juste à faire ça ? Est-ce qu'on est arrivé au stade d'équilibre total où il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui réfléchissent, des gens qui bossent, il y a des gens qui philosophent, et puis toi-même dans ta propre vie, au début tu te casses pas trop la tête quand t'es jeune, t'as envie de vivre des expériences, t'as envie de te lâcher, et puis après au plus tu grandis, au plus tu deviens philosophe. Combien de fois tu rencontres des gens qui sont pas très intelligents dans un bar, et ils vont quand même te dire mais écoute-moi mon gros... tu sais, la vie, ça se passe pas comme ça, tu sais, les femmes, tu sais, machin, tu sais, trucs. Ils sont en train de philosopher, malgré eux. Donc, voilà. Mais j'ai deux questions. Du coup, quel est le lien, si tu peux le dire en 2-3 phrases, le lien direct que tu as fait entre la théologie et la philosophie qu'il a décrit comme manière de vivre. Donc le lien que tu fais, c'est via les dogmes que tu as dans cette manière de vivre, ou via les concepts que tu as. Puis deuxièmement, comment est-ce que tu relis ça à la punchline que tu as dit, qui est le dernier rempart avant l'évolution de l'humanité. Exact, c'est vrai que c'était pas très clair parce que j'ai beaucoup parlé. En effet. Donc il y a quand même effectivement, donc il y a la théologie où il y a des dogmes parce qu'on parle sur une base donc de croyances, etc. Il y a un dieu qui a dit telle chose, qui fait telle chose. La philosophie c'est non, on va essayer de réfléchir par l'homme pour l'homme sans dogme au-dessus en fait qui nous impose de réfléchir ou de ne pas réfléchir de cette manière-là. Donc déjà c'est ça la grosse différence. Et donc pourquoi est-ce que je dis que c'est la dernière étape ? Parce que je me dis ça va être quoi après ? Qu'est-ce qu'il y aura après la philo dans ce même élan de compréhension de l'univers Donc soit on reste comme ça, soit on comprend tout, et dans ce cas-là c'est fini, il n'y a plus de compréhension, on est juste dans le ça c'est parce que ça, donc faisons ça. Il n'y a plus la peine de se prendre la tête vu qu'on saura. Je sais pas, admettons qu'on sait ce que c'est l'âme, d'où ça vient, comment la soigner. Imagine, c'est quoi la philo à partir de ça ? Moi ça me paraît être quand même... tu vois, une fois qu'on saura tout, c'est pas pour ça qu'on se demandera pas qu'est-ce qu'on fait là. Justement, c'est pour ça que je dis qu'il y aura une autre étape. On va passer à autre chose en fait. Mais on se pose déjà la question, malgré le fait qu'il nous manque plein de connaissances sur l'univers et tu as les 4 grandes forces, comment est-ce qu'on les allie et tout ça, il nous manque plein de choses. C'est quoi les 4 grandes forces ? Il y a gravité, force interne entre les particules, force externe et électromagnétisme. Alors il y a des physiciens qui essayent d'allier ces 4 grandes forces dans une théorie unique pour avoir une explication globale de l'univers, mais c'est assez dur à faire et on se perd dans des trucs. Voilà. Mais donc, même une fois qu'on aura ça, c'est pas pour ça qu'on se posera plus de questions, et je pense que c'est propre à l'homme, et tant que l'homme vivra, il aura ces questions, et même dans une société parfaite, où tout va bien, où il y a une compréhension totale de l'univers, où c'est presque devenu une sorte de dieu parce qu'il comprend tout, il sait tout, il fait tout, je pense qu'il se posera encore des questions, et peut-être même encore plus, il se dira putain mais j'ai plus rien à faire là. Et donc
je pense que c'est propre à l'homme et inhérent à l'homme, mais peu importe sa condition, il y aura toujours de la philosophie. C'est Ouais, intéressant. parce qu'il y a toujours ce truc chez l'homme du oui mais. Ça, tu vois, il y a un mec qui dit un truc, et l'autre il va pas pouvoir s'empêcher de dire oui mais. Et si truc, et Et- il va toujours, toujours mettre en question, et- ou toujours dire oui mais Ouais, précisément. vas-y, Et Ulysse. si je peux rajouter quelque chose aussi par rapport à l'âme, je pense que la plupart des problèmes en philo sont jamais résolus. Les philosophes, après eux, viennent et montrent que le problème est mal posé et qu'il faut reposer le problème. Et en fait, il n'y a pas vraiment de résolution, juste on dit non, il ne faut plus parler d'âme parce qu'on voit que avec le cerveau et tout ça, c'est bien plus complexe. Enfin, on ne peut plus parler d'âme et on repose le problème à chaque fois. Il n'y a pas vraiment de réponse ou quoi absolue, il n'y en a jamais vraiment. Tu vois, enfin, ce que Socrate a dit et ce qu'il a un peu. Ça n'a pas été réfuté par la science, vu que c'est la métaphysique. Tu peux pas utiliser des preuves tangibles pour pouvoir faire ça. C'est juste qu'on dit non, en fait, le problème est mal posé. On ne doit pas parler en termes d'âme, sinon on pense à une unicité, alors qu'on est beaucoup plus complexe que ça. On est plein de petites cellules. Et à chaque fois, tu reposes le problème et tu le reposes et tu le reposes indéfiniment, à mon avis, jusqu'à la fin de l'humanité. Je suis d'accord, même des J'aimerais bien extraterrestres. faire une Je suis d'accord. mini-synthèse un peu de ce que tu as dit parce que c'est hyper intéressant. Donc, si j'ai bien compris, tu parles d'un espèce de besoin inhérent à l'humanité, de quelque part, je vais utiliser un autre mot, mais de sens, si j'ai bien Oui, compris. oui. Enfin, si tu acceptes. Oui, si oui. tu veux Je pense que c'est préfères même un nuancer. peu plus large que ça, mais c'est surtout au sens que je pensais, oui, parce que ça me paraît le plus. Mais pas juste sens. Hein. Quand je dis sens, c'est du coup un sens qui te permet de vivre mieux, un sens qui te permet de connaître ta place, Oui, un sens qui te permet d'avoir ta position. oui, c'est ça. Et puis ensuite, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est tu as dit, mais au fond, enfin en tout cas, c'est mon interprétation tu as dit, au fond, quelque part, tout ce que ces différents philosophes font, ce n'est pas tant essayer de résoudre et d'avoir le sens ultime, mais c'est d'une certaine façon, c'est comment est-ce qu'on peut se définir son sens ou comment est-ce qu'on peut arriver, quels sont les différents moyens d'arriver à un sens. Quand tu as parlé de redéfinir le problème de l'âme, ok, l'âme c'est par exemple un concept, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur nous? Eh ben, il y en a un, il va prendre l'approche à 1 plus 1 égale 2, il y en a un, il dit, mais non, c'est pas ça. 3 moins 1 égale 2. Ou bien un autre gars va dire, ah ben non, 0,5 plus 1,5 égale 2, tu vois. Alors, est-ce que arriver à 2, ça répond à la question? Non, mais quelque part, tu peux... Donc c'est ça que je voulais dire quelque part. Enfin, je sais pas si je flow. Oui, non, c'est plus ou moins ce que je voulais dire, oui. Et alors, je pense qu'il y a des philosophes qui pensent peut-être arriver à quelque chose de tangible et à la vérité. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le voir comme à chaque fois une proposition de manière de vivre, parce que j'ai l'impression que c'est rien de plus. Tu peux le prendre que comme ça, vu que tu vois, il s'appuie sur la métaphysique, un truc qui est pas prouvable au final. En fait, tu y crois si tu veux, tu vois, mais tu peux pas convaincre quelqu'un véritablement. Soit il y croit dès le début, soit il y croira jamais, tu vois. À part si tu as un élan mystique et une révélation et tout ça, mais sinon, je pense que c'est un truc, au final, c'est la seule chose à retenir. Il se propose des manières de vivre, et alors toi, tu dois dire, ah, je trouve ça intéressant, ça c'est pas mal. Bon, après, il y a d'autres choses. Mais non, attends, c'est super ton rebondissement. Donc là, tu as ajouté 2 éléments que je trouve intéressants, c'est la croyance et le mysticisme. C'est qu'en effet, d'une certaine façon, donc, tu as proposé manière de vivre et tout ça, hyper intéressant. Et donc, d'une certaine façon, ou bien on l'accepte, ou bien on l'accepte pas. On rentre dans le sens, on rentre dans la compréhension, on rentre dans l'espèce de croyance de ce truc qu'on peut pas prouver. Et puis tu as parlé de l'élan mystique qui est ah mais non, moi j'ai vu cette espèce de bout de bois qui a bougé un peu dans le vent et ça m'a tout à coup fait rentrer dans le sens de la vie interne et mystique à toutes les choses. J'ai entendu ce musicien qui a joué Pabadoubatouadouda et tout à coup le sens s'est éveillé en moi et j'ai compris tous les secrets de l'univers et donc ça c'est intéressant parce que comme moi ou comme moi je vois un peu parfois les philosophes, c'est des gens qui essaient de se distancier un peu de la croyance, qui se disent ah mais non, nous on est dans la raison et c'est la raison au-dessus de tout et tout ça. Enfin voilà, je voulais juste énoncer ça, je sais pas ce que ça vous inspire ensuite par rapport à ce que tu avais dit sur la croyance et le mysticisme et pour les pensées, les manières de vivre. Mais les philosophes par rapport à la raison, je pense que oui, ils font des raisonnements, tu vois, par déduction en métaphysique, tu vois, ils partent d'un grand principe, ils en découlent tout, mais si le grand principe, tu vois, l'âme, l'un, l'univers, si ce grand principe-là est intangible, improuvable, en fait, c'est le philosophe, c'est genre un croyant
qui a un bon raisonnement, je dirais. Et il a quand même une croyance en un truc au départ qui est pas. Enfin, la plupart du temps, je pense que dans la philosophie contemporaine, ça commence un peu à. Ils essaient justement de plus partir de l'homme pour éviter ce problème-là. Mais dans une grande partie de l'histoire de la philo, ils ont un grand principe dont il découle tout, quoi. Mhm. En fait, l'image qui m'est venue en tête, c'est que c'est un peu comme des complotistes, quoi. Ils ont un grand principe. Par exemple, tu peux pas faire confiance à ton gouvernement. Et puis tout ce qu'ils voient dans le monde prouve ça. Et ils utilisent leur logique et leur déduction pour prouver ça, par exemple. Ouais, Non, ouais, là, non, là, on est c'est un dans la peu ça. religion, on n'est pas dans de la philo là. Non. Je faisais juste une analogie par rapport à ce qui venait dit, par rapport à un grand principe. Donc si par exemple le principe ça peut être tu ne peux pas faire confiance aux entreprises pharmaceutiques ou tous les gens avec des cheveux bouclés sont des gens diaboliques et puis ensuite on utilise la logique. Oui, je te vise toi Elias. Même si moi aussi j'ai des cheveux bouclés donc je me sens un peu con. Ouais, Mais- plus maintenant, c'est pour ça. Plus maintenant je me me suis rasé, voilà. Ouais, et tu vas devoir faire la même chose. C'est ça, sinon on te coupe Moi la je ne tête. me cache pas, monsieur. Moi j'assume, ok. Oh mon dieu, on a le diable à table. Alors, on est super content de vous recevoir aux Chroniques Inutiles. Merci d'être Alors, venu. il Bonsoir. paraît qu'il y a moyen de. Faites vite, j'ai de- pas le temps. Il y a moyen de signer un contrat ou quoi pour. Ah ouais, avoir- pouvoir illimité, tout ça. C'est ça, pouvoir Contre mon illimité, avoir un peu de thunes, pas de meuf et tout. Oui, tu peux signer un contrat, après je te dis pas ce qu'il y a dedans, mais Il y a Bah. moyen de le lire. Non. tu peux lire, mais Non, après les mots ils se transforment une fois que tu l'as signé, donc ça sert à Ouais. rien, tu vas être niqué Ah. dans tous les Bah, cas. c'est sûrement un classique, genre, tu sais, tu brûles toute ta vie d'après en enfer, je veux dire, ça se C'est fait, ça. tu vois. Ah non, juste ton âme. Moi Ah, non. oui, oui. Ah oui. Oui, mais j'ai pas besoin de Wow. grand chose. Mais c'est Oh, ça vaut la Monsieur le peine. diable, j'ai Oui. quand même envie de vous dire, l'âme c'est un grand principe. On ne sait pas s'il est vrai ou non. Oh mon dieu, le diable est croyant. Oh là là. Vas-y, signe ce contrat qu'on en finisse. Là, tu me saoules. Je trouve que ça c'était une impro très intéressante où on a prouvé que le diable était croyant en fait. Oh là là, Il ouais, croit en l'âme. c'est et- fort. C'est fort. Hein. C'est fort. C'était Mais un ange de Dieu quand même. C'est les pas gars, un c'était le philosophe meilleur qui aurait fait ça. serviteur. Hein. C'était Un le meilleur philosophe n'aurait pas serviteur fait de ça. Dieu, d'office. Et puis à un moment il Il en est avait super marre. vénère Ouais. envers Dieu. C'est pour ça qu'il nous fait vivre tout ça. Mais est-ce que Wow. c'est lui qui nous fait vivre tout ça Mhm. Ça, c'est un Mhm. grand principe Ouais, que vous avancez, monsieur. Ouais, t'as jamais lu Baudelaire hein? Baudelaire. Ouais, il sans- a sa vision à lui de. Non, en gros, il dit que Satan, c'est le plus proche des hommes, tu sais, qui est dans la terre avec nous et tu sais, il met les mains dans le cambouis, Oui, alors mais il que fait ça Dieu, il exprès. est là, il fait genre. Il fait ça exprès pour prouver à Dieu qu'on est des merdes. Et en fait, quand il fait ça, Satan, il nous considère comme de la merde en fait. Il fait ça juste par vengeance envers Dieu. Moi, je pense Il qu'il fait pas ça par existe plaisir. Ah non, mais ça. On parle de si on part du principe que ça existe. Ouais. Non, mais justement, c'est ça aussi, je pense, un truc intéressant, philo, c'est que il y a des problèmes qui peuvent paraître insolubles. Et après, en fait, le problème pas résolu, on dit juste, non, mais si on parle en termes de Dieu et de diable, évidemment que c'est insoluble et qu'on peut pas faire quelque chose. Et du coup, il faut tout reposer. On parle en bien et mal, puis après, on va un peu plus dans la nuance, de plus en plus. Et c'est comme ça que ça évolue. Et du coup, justement, plutôt que de passer des heures à parler de Dieu et du diable, on dit direct, bon, bah, moi, j'y crois pas. Et puis tu dis, bah, moi non plus, en fait. Et puis François, il dit, pourquoi pas, mais je sais pas ce qu'on pourrait en dire. Et du coup, on passe et on essaie de trouver un problème et de mieux poser les termes, de mieux les définir, d'être plus. D'essayer d'être le On a plus eu la raisonné preuve un possible. peu tout de suite. Voilà, on a fait une mini impro avec le diable qui nous amenait un truc, un petit contrat à signer, où ensuite il nous disait qu'il voulait notre âme, mais encore une fois, on a prouvé que c'était un grand principe qui n'est peut-être pas existant. Et du coup, quelque part, on a prouvé que le diable était croyant. Alors, bon, soit, hein, mais quelque part, c'est intéressant. Et donc, c'est là où, personnellement, je trouve que la philo est très intéressante, c'est que d'une certaine façon, si on prend des suppositions qui peuvent être complètement fausses ou complètement factices, en utilisant des techniques de raison qui sont correctes, whatever that means, hein, quoi que ça veuille dire, bah oui, on peut arriver parfois à des espèces de conclusions qui, même si elles ne sont pas intéressantes vu qu'elles sont basées sur, disons, un principe faux, ça peut parfois être intéressant de quand même arriver à des conclusions fausses. Et c'est parfois plus le raisonnement même qui est intéressant en lui-même, plus que vraiment la conclusion ou la question qu'on se pose elle-même. Et donc, là, pour le coup, on a parlé de philosophie inutile. Clair, c'est clairement ça. parce que c'est ça, hein, on a parlé des grands principes, on a parlé de métaphysique et tout ça. Et si on parlait de la intraphysique, je sais pas si c'est un mot, mais j'ai envie de l'inventer. Bah, Qu'est-ce très que bien. c'est Vas-y, définis. T'as le droit. Bah, de l'introphysique. Donc en fait, c'est au lieu d'être au-dessus, métaphysique, t'es dans la physique, introphysique. Faudrait le mot grec pour dedans. Ça ce serait. C'est vrai qu'intro c'est avant. Et N physique. Aphysique, non. N-
Ou bien, in ou bien, physique, ou non, bien ça, c'est physique en fait au final. Hein. Physique, ouais, mais. Sciences de la Mais nature. ça existe déjà, tu vois. J'ai envie d'être un Inter, philosophe. ça qui- suppose deux choses ou c'est une chose inter? Mais Non. ça peut être la physique avec la relation avec elle-même, tu vois. Waouh. Bah, Con physique. Intra, c'est Intraphysique, c'est ce que j'avais dit au intra- ouais, début. c'est ça, Et puis j'ai intra, dit ça marche. intro-physique pour parler de Intro. l'introspection, tu vois. Et de la, Ouais. mais Ouais, mais- au pire, on fait des mots valises, on n'est pas à ça près. Ouais, c'est ça, on a un ouais. peu- valiso-physique. Waouh. Physico-lise. Va physique. Bon, bref, c'est quoi? Bah ouais, je sais pas. J'invite un débat sur l'intro-physique. Bah, Ou la valise physique. ce que tu entends par intro-physique serait peut-être une philosophie plus pratique qui essaie d'avoir. Enfin, plus. Qui part de centrée- principes réels, par exemple. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nos auditeurs à Bah, entendre j'ai là-dessus peut-être un petit pont de transition pour ça, Vas-y. pour passer des grandes idées au réel et aux pratiques et à Ça notre s'appelle le life petite hack. vie. Alors vous prenez s'appelle une les perceuse drogues. sur laquelle vous mettez un manche de balai Tu accroches trois tourner. trombones. et puis ça fait un pistolet à réaction. Avec un peu Boom. d'astuce, mais on va pas le révéler parce que sinon le gouvernement va m'en vouloir. Donc on garde les astuces pour nous, vous devriez venir Bah, en chronique vous- inutile vous pour avez l'avoir. eu des il faut indices, payer surtout des stages. C'est ça. Ouais, n'hésitez pas à C'est le venir diable qui d'ailleurs. parle. C'est bon. Maintenant t'es le diable. Dès que vous entendez cette voix, c'est le diable. C'est ça. Ne l'écoutez surtout pas. Ne l'écoutez surtout pas. Sauf si vous voulez signer des contrats alléchants. Tout ce que je veux, c'est ton âme. Mais en même temps, si Avoir vous des croyez pas belles dans femmes. l'âme, en fait, vous en avez rien à Ouais, foutre. hein. franchement, ça vaut la peine de signer. Ouais. Ouais. Si vous croyez pas en l'âme, ouais. Ah ouais. Ah, t'es gagnant, putain. Ouais. T'as tout ce que Ouais. tu veux. Ah, mais Tout ce ouais. que tu veux. Les É- femmes, Écoutez comme il a l'air l'argent, sincère. la connaissance. T'as Ah, tout. ah ouais, T'as la tout. connaissance aussi. Ouais, Bah ouais, un Ah. Faust. Ah, cool. Ah, mec, Faust. tu- C'est Faust. Attends, Ah attends, ouais, attends. c'est faux. ça. Mais Non, c'est- Ulysse, oui, c'est- Entendons-nous bien. Si tu signes mon contrat, si on est partenaire, la philosophie t'oublie. Ah, Bah oui, que tu- la- c'est que la. Tu vois toutes les espèces d'approches vers T'as le plus sens. besoin de réfléchir. Ah Tu tu vois ouais. le sens. Tout tu sera vois, donné. Ouais, mais je m'ennuie. T'auras moi. tout, t'auras Et- tout. Et qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Mais tu fais ce que tu veux. Ah, Tu vois, intéressant. j'aurais plus la petite fièvre, tu vois, genre en me disant La waouh, c'est fièvre du incroyable. challenge, du Ouais, défi. c'est ça, tu vois, genre oh, c'est incroyable ce que je viens d'apprendre, ou waouh, cette fille est vraiment incroyable, je dois absolument la Ah, tu peux séduire. te mettre des handicaps si tu veux, mais en tout cas, t'auras tout quand tu le veux. J'ai une proposition. Je Donc si m'ennuie. tu veux une vie avec du challenge, t'auras une vie avec du challenge. Si tu veux que Wow. ce truc-là, tu le fasses avec telle difficulté, tu l'auras. Et si la Tout à vie... volonté. Les gars, vous êtes prêts? Tout, je J'ai t'offre j'ai- tout. j'ai un petit mindfuck. Waouh. Et si la vie que nous vivions maintenant, on l'a choisie? Ouh, il va arrêter avec ces trucs de l'Orient là. ça me saoule ça. Moi, j'aime pas Bah, ça. Mais non, moi. mais t'as dit oui, mais je peux t'offrir la vie que tu veux. Et Non, si non, maintenant non, t'as non, signé non. un contrat Non, non. pour que la vie qu'on a maintenant, c'est la vie moi, que t'es choisie. c'est moi qui te permets ça, ok, d'accord. Tu fais pas ça tout seul, ok. Mais non, mais supposons que c'est déjà arrivé et que quelque part dans le contrat, t'as signé ah oui, et tu pourras me re-rencontrer une deuxième fois dans cette vie que je te choisis. Ah. Je le mindfuck un peu. Je peux... Ouais, mais c'est pas mal, c'est un truc positiviste, comme ça tu dis. Enfin, je sais pas. positiviste. C'est quoi positif. positivisme du coup? Bah, en fait, là je l'ai utilisé dans un mauvais contexte, mais positiviste, c'est une doctrine qui veut faire ressembler la philosophie à la science. Et que du coup, tout ce qui n'est pas scientifique dans les preuves de la philosophie, ben ça dégage. Et du coup, la métaphysique, ça dégage. Ouais. Et voilà, et en gros, la doctrine dit que plus il y aura de preuves tangibles et scientifiques et de bons raisonnements bien construits en philo, plus elle sera une science. Enfin, Ouais, c'est ça c'est le but. ça. Mais le petit pont que je voulais Pour faire. revenir... Ah oui, ben non, ah oui, fais ton pont. Mais donc pour parler après la métaphysique d'arriver dans la vie concrète, il y a une doctrine, le pragmatisme, que je vais vous résumer assez rapidement Mais et t'en sans avais doute déjà que parlé, je c'est... crois. Ouais, mais c'est parce que je trouve ça vachement intéressant et ça tombe fort à pic. Mm. C'est Vous que... voyez, on apprend plein de théories différentes sur la philosophie ici, les chroniques inutiles. C'est cool. Merci les chroniques inutiles. Pardon, j'avais envie juste d'utiliser Allez, un vive coup coup de de son. quin. Ouais, Vive coup il de faut, quin, il bien sûr. faut. Voilà, je me suis là. Le pragmatisme de William James. Dun, 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 dun. C'est une doctrine qui affirme que on peut juger d'une idée seulement dans les implications réelles qu'elle a dans notre vie. Donc par exemple, on va prendre l'idée de Dieu et l'idée, je sais pas, l'idée qu'il n'y a pas de Dieu. Et alors, on va voir qu'est-ce que ça a comme effet dans ma vie. Si je crois qu'il y a un Dieu, comment est-ce que je vis, comment est-ce que je me comporte, je suis ses préceptes, je fais mes prières, etc. Je suis peut-être plus posé. Et s'il n'y a pas de Dieu, alors je suis en proie à un manque de sens. Je suis un peu perdu, je fais n'importe quoi. Et d'un côté, ça peut me libérer. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on juge des idées. On va pas passer des heures justement dans ces problèmes insolubles sur des trucs improuvables, vu qu'on peut pas les prouver.
Et du coup, pour un peu pouvoir en jauger de façon concrète, on va voir l'implication dans la vie réelle. Et du coup, c'est comme ça qu'on juge d'une idée, quoi. Libre arbitre ou déterminisme. Comment est-ce que je vis cette manière-là est mieux pour vivre. Choisis de me dire que mon monde me laisse un libre arbitre. Parce que si je me dis que tout est déterminé, alors je vais être plus passif. Je vais me dire, bah, de toute façon, ça va arriver, donc pourquoi est-ce que je prendrais des initiatives? Et c'est comme ça un peu que ça permet d'effacer des oppositions classiques en philosophie, en voyant, enfin c'est ce qu'il dit. Si jamais deux choses ont la même implication réelle dans ta vie, ça veut dire que c'est le langage qui s'est perdu. Tu vois qu'il y a eu un jeu de langage qui a créé un faux problème philosophique et qu'il faut s'en débarrasser. Je peux donner un exemple concret pour qu'on ramène sur Terre. Si par exemple, moi, je crois que je m'imagine rencontrer le cher Elias en forme de diable devant moi, donc dans ma visualisation. Pendant ce temps-là, je coupe un pentagramme dans ma main et je lui dis, et ensuite je signe François pour avoir plein de meufs. Du coup, j'ai la confiance en moi qui arrive du genre, ouais, j'ai le diable qui m'aide et je chope plus de meufs. Du coup, le pragmatisme, c'est l'effet qui compte, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Voilà. Ouais, bah, Il a tout compris. exemple. Vous êtes des bons élèves, hein, Bah oui. hein. Je suis fier de vous, les amis. Je suis fier de vous. Ouais, le contrat, je signe. Mais non, mais c'est ça. Mais alors, est-ce que le cynisme existe en philosophie? Ou est-ce que c'est juste un truc qui existe parce que justement, le pragmatisme amène irrémédiablement au cynisme, c'est-à-dire tu n'agis que par rapport à ce qui te revient en retour et il faut que ce soit le plus bénéfique pour toi. Pas forcément en retour, si j'ai bien compris. Il y a aussi l'effet c'est une sorte de pragmatisme absolu, quoi, le cynisme, parce que tu t'en fous du reste, c'est juste toi, c'est ton intérêt à toi qui compte. Et t'es prêt à faire n'importe quoi, t'as aucun système de valeur. Tout ce qui compte, c'est le côté pratique. Je sais pas si le mot cynisme est le plus judicieux comme choix de mots. Parce que là, tu parles presque d'individualisme ou d'égocentrisme ou de. Bah oui, c'est le cynisme, oui. Mais c'est appliqué, pour moi, c'est le pragmatisme amène à ça, quoi. Bah, je pense peut-être que tu as l'idée du pragmatisme politique qui là est effectivement plus cynique, mais n'importe quel niveau. Je vois pas à quel niveau c'est cynique. Je pense que ça te ressent fort sur toi, évidemment. Alors il y a peut-être moins de considération pour les autres, mais je pense que évidemment c'est toi qui fais tes idées et tout ça, mais je pense pas que juger des idées métaphysiques avec la méthode pragmatique te rende te rendre cynique, tu vois, ou que font de toi un énorme enculé. Parce que le cynique, il se définit lui-même ses propres croyances et ses propres agissements. J'ai envie de creuser. Qu'est-ce que toi t'entends concrètement par cynique, tu vois? Parce que moi j'entends plus une sorte d'égotisme. Ce que moi j'entends par cynique, pour le coup, c'est la personne qui a une vue très grise ou noire sur le monde, en fait, qui a une perception très négative sur les choses, et enfin en tout cas comme moi je la conçois, et donc quelqu'un qui mais de toute façon ces politiciens c'est tous des connards, ou mais de toute façon les meufs c'est tous les mêmes, aucune on peut en faire confiance, ou bien et puis tous ces nègres, blablabla. Donc tu vois, le cynique c'est le gars qui fait des commentaires un peu négatif et qui est très dans le qui n'a aucun espoir et presque aucune, voilà, c'est ça, quelqu'un qui n'a aucun espoir et aucune positivité, qui ne voit pas les choses peut-être comme positivement. Entre 1 et 10, ta certitude tu la places à combien par rapport à ta définition par rapport au terme cynique? Alors la dernière partie où je mets un 8, mais tu mets un 8 quand même? Ouais, 8, c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que j'ai en tête du cynisme. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on clarifie le langage. Pour moi, le cynique, c'est pas forcément quelqu'un qui a une vision noire ou grise, ou c'est quelqu'un qui reconnaît un cynique. Lui se dit, ce gars-là en a rien à foutre, et donc là, ça ternit son image. Mais le cynique, lui, il est bien dans ses pompes. Au contraire, il faut qu'il soit bien dans ses pompes, sinon c'est pas cynique. J'avais comme l'idée d'un mec pas hyper bien dans ses pompes. Pas bien dans ses pompes? Mais regardons une définition. Pour moi, un cynique, c'est quelqu'un qui fait des choses pour son intérêt personnel, mais à l'extrême. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système de valeur. Si il est prêt à être hypocrite, s'il est prêt à faire du mal. Ça, c'est un sociopathe, psychopathe. Je dis pas que le cynisme, c'est pas une forme de sociopathie, bien sûr que si. Mais on utilise. Alors, le français est très intéressant à ce niveau-là, parce que ce qu'on essaie de faire dans notre langue, c'est chaque concept qui est légèrement différent, on y met un mot différent. Ouais. Donc, le cynique, ça englobe plein de trucs. Justement,
pour moi, Ouais. et peut-être Ulysse aussi, je ne sais pas, on peut en discuter pendant des heures. Et c'est ça aussi la philo, hein, définir des termes. Donc on fait de l'application. Exactement, on fait de la philosophie appliquée, là, on définit les termes. Clairement. Ouais. Et donc, oui, c'est que justement, il y a cette conception de. Mais Ulysse, c'est bien sûr sur Internet, donc il va nous Bien sûr. le dire tout de suite. C'est que, oui, vraiment, chez le cynique, il y a cette conception de la perception du monde qui est. Oui, je sais pas si qui est pas forcément problématique, mais vraiment négatif au point que. Ça pourrit les autres en fait. Ah mais toi t'es trop cynique, j'aime pas traîner avec ce type, il est trop cynique, il est chiant quoi, tu vois. C'est qu'il y a Ok. vraiment cette Donc, conception quelqu'un de là. cynique, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision noire du monde. Ouais quoi. c'est ça. tu D'accord. vois. Putain, je ne pensais pas à ça. C'est Pas du tout. Ouais, ouais. Mais c'est marrant. Et donc Ulysse. Alors, cynique Ta. qui avoue avec insolence et en la considérant comme naturelle une conduite contraire aux conventions sociales, aux règles morales. Et ça vient d'une école philosophique grecque, d'Antisthène et de Diogène. C'est marrant parce que j'allais parler en fait, ma question en fait à la base c'était est-ce que le cynisme existe dans la philosophie, parce que le cynisme on le trouve déjà avant je pense le pragmatisme. Le Oui, sophisme bien c'est avant, déjà ouais. du cynisme. C'est le 5e sophisme. siècle, c'est les Grecs, Ouais, tout ça, ouais. les premiers Grecs. Donc voilà, c'était donc mon intuition était pas si mauvaise. Ouais, cool. Pas Mais- parfaite mais pas fausse. Mais tu sais, je pense Ulysse que... a un mais. Ah oui, un mais. Toujours mais toujours. Toujours, il faut. faut Mais un je mais. pense pas que... Est-ce qu'il faut toujours un mais? Pardon, vas-y. Mais est-ce qu'il faut toujours un mais? Pardon, vas-y. Ça devient méta. Ça, c'est de la philo là. Méta. Mais je pense pas que la méthode pragmatique t'amène à être cynique, tu vois. C'est pas parce que. Oui. Enfin, tu vois, je pense que ça t'aide à mieux vivre ta vie, mais je pense pas que tu arrives aux conclusions que tu dois être un énorme enculé et que tu dois baiser tout le monde, tu vois. Mais pourquoi pas? Bah, t'y arrives pas forcément, tu vois. Genre, c'est pas la. Avec c'est moi pas... si tu vas y arriver, Elise. Je t'assure. Faut Non. juste signer. Ah oui, bah ça on s'arrange plus tard. Mais on parle de. Signature. On s'applique un peu avec Ah le ouais. sang, avec le bout du doigt. Ouais, Pas sur ma table, s'il vous plaît. sur la belle petite table basse. En bois. Ah oui, en carton. Ouais, elle est mise. Donc on a parlé du pragmatisme, hein, donc qui est l'effet, ouais, donc une sorte d'effet réel. On a parlé du cynique qui donc lui est carrément en mode je fais mon truc qui est contre la société. C'était ça le mot? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est c'est vraiment vraiment- contre le système de valeurs. Ouais. Ok, Ouais. cool. Du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres comme ça philosophies de vie ou pratiques, ou pas forcément de vie, mais par exemple relationnelles, ou comment est-ce que la philosophie peut aider notre auditeur chez lui un peu? Bah, tout récemment, il y a les absurdistes. Enfin, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les absurdistes. Il va mais en fait, l'expliquer, je crois. mais justement, Absurdiste définition. faut mettre des grosses pincettes parce que c'est principalement grâce à des mèmes de philo que j'en sais quelque chose. Waouh! Mais en gros, ça suit plus ou moins Albert Camus et son idée du mythe de Sisyphe que il n'y a pas vraiment de sens à chercher dans la vie. Et en fait, eux, leur truc, c'est comme ça. ouais. C'est justement, en fait, ils se débarrassent de tout ce qui est métaphysique et sens de la vie pour directement se dire bon, bah, vu qu'il n'y a pas de sens, je peux vivre de telle manière. Et ils éliminent tout le reste, quoi. C'est Donc la ça, philosophie du balèque. Ouais, c'est ça, c'est du balai aussi, on enlève tout, tu vois, Du genre, il n'y balai, a plus ouais, rien. En fait, c'est intéressant. Enfin, je maîtrise pas les mots et les concepts. C'est YOLO Mais ça me philo, fait quoi. penser à tout ce courant post-moderne, justement, qui sont en mode, oui, mais au fond, mais tout n'est que construction. Et en fait, il n'y a rien qui est vrai et on choisit pour nous-mêmes tous ces trucs. Et par exemple, tout ce qui est théorie du genre et tout, ça se base un peu là-dessous. Je crois que c'est Michel Foucault qui est à fond là-dedans et ces gars-là et tout ça. Que ouais, en fait, tout n'est que construction, qu'elle soit construction sociale, que ce soit construction nature et quoi que ce soit. Et qu'on peut choisir plus ou moins quand on veut, vers où on va. Voilà. Ouais. Je sais pas Bah, si ça dans vous le parle, ouais. pragmatisme, il y a une idée de construction de la vérité. Que c'est. En fait, et justement, c'est pour ça que c'est un peu une fracture avec le reste de la philo. C'est qu'avant ça, les philosophes voient une vérité qu'il faut trouver. Et après ça, ils disent, ils ressentent vraiment les choses sur l'humain en disant en fait, c'est l'homme se crée ses vérités. Et ces vérités ensuite ordonnent sa société, sa vie, sa manière de se conduire. Et donc, c'est totalement construit. Et c'est peut-être ça aussi, genre ça recentre sur l'homme, on voit à partir de l'homme ce qu'il fait, qu'il crée ses vérités, que son langage est un outil, enfin plein de choses comme ça. C'est quelle époque, le pragmatisme? Pragmatisme, c'est 1800. Ah oui, donc c'est la même époque que les Lumières en fait. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un peu. Attends, non, 1900. Je crois 1800-1900, quelque chose comme ça. Faudrait que je vérifie l'info. Mais c'est dans ces années-là, quoi. Ouais, c'est vrai que les Lumières c'était un siècle avant, mais c'est clairement ce Ouais, non, courant-là de mode de pensée c'est sur la qui vient continuité, à mon avis. C'est de la continuité. Ouais. Hmm.
Cool, intéressant. Donc De- là, pour le coup, de donc rationaliser un petit peu les pragmatiques qui sont comportements. en mode et Satan, donc si je signe le contrat, bah ouais, je te donnerai une version de la vérité qui marche pour toi. Voilà. Là où Exactement. les postmodernes, alors, ce serait Satan et il dit ah, mais alors je te laisserai te créer ta vérité, tu vois. Ou j'ai mal compris. Euh, Je simplifie à mort, hein, je sais. mais en fait, le problème, c'est que c'est un peu flou dans mon esprit. Mais Ok, pas de stress. non, l'idée, c'est que, enfin, c'est plus une vérité qu'on trouve, c'est vraiment une vérité qui est créée par l'homme. Mais en fait, qu'est-ce qui va l'aider à Ok, construire? donc Satan, en fait, il te dirait non, mais si tu signes le contrat, je te donnerai les pouvoirs pour créer ta propre vérité. Tu n'auras plus besoin d'aller la chercher, tu la créeras toi-même de toutes pièces. Oui, si c'est je ça. comprends bien. Waouh. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Satan a toujours proposé un truc à la carte. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais. Genre, dès l'instant où tu signes le contrat, tu as ce que tu veux et il te fait l'univers, il te construit l'univers que tu as envie. Et ça, il a toujours. En fait, c'est quel pas bon d'époque, vendeur, c'est ce intemporel ça. Satan, en fait, Quel bon il fait du vendeur. bon service. C'est un peu. Enfin, l'image qui m'est venue, c'est un peu la prostituée, comme ça. Ah, tu veux une pipe? Eh ben, je te fais ce prix-là. Ah, tu veux une pipe et anal? Ok, je te fais ce prix-là. Ah, tu veux ça, je te fais ce Mais prix-là. énerve pas le dire. Bah oui, parce que Enfin, lui, ce qu'il cherche, c'est pas toi ce que tu cherches. Lui, il a un autre niveau. Lui, ce qu'il veut, c'est ton âme. Il s'en fout si pour avoir ton âme, il doit te filer des femmes ou des voitures ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, Il s'en fout, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses âmes? Je veux dire, il se torche avec? j'avoue, bonne Ça question. bouffe. Ouais, enfin, je veux dire, tu vois, il veut toujours des âmes, mais genre. Je crois ça qu'il y lui a permet d'avoir je plus de crois qu'il y a le pouvoir. délire de, tu vois, au plus d'âmes qu'ils volent de Dieu, Voilà. au plus qu'il remet Dieu en question, Voilà. et au plus de pouvoir qu'il a lui-même. Enfin, il y a une Ouais. sourate dans l'islam qui va. Attends, vu que c'est une sourate, je mets. Oui, c'est comme une balance. Lui, il veut que la balance, elle penche de son côté, donc Non, il lui je faut le vois, plus je d'âme. vois ça. Mais donc la sourate, elle va en mode, c'était si une personne commence à croire à Shaitan, Shaitan gagne 1 en pouvoir. Si une personne arrête de croire en Shaitan, Shaitan perd 1 en pouvoir. Si 1000 personnes commencent à suivre Shaitan, Shaitan gagne 1000 en pouvoir. Si 1000 personnes arrêtent de suivre Shaitan perd 1000 en pouvoir. Puis ensuite ils disent ouais, si une personne choisit de suivre Allah, Allah il ne gagne pas en force. Si une personne arrête de suivre Allah, Allah ne perd pas en force. Si 1000 personnes commencent à suivre Allah, Allah ne gagne pas en force. Mais si 1000 personnes arrêtent de suivre Allah, Allah ne perd pas en force. Et voilà, ça c'est la sourate, je peux arrêter. Et quelque chose comme ça, mes amis musulmans, vous pouvez me corriger si je me suis gouré. Et voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je sais que j'ai une interprétation en tête, mais J'en ai une aussi. Moi, j'ai rien, je vous laisse. vas-y, Elias. Toi, t'es le vrai. Toi, tu viens de ces contrées. Tu vois, toi, t'es né là-bas, né dans ces contrées désertiques. Ah, c'est mon bled. C'est ton bled. Alors, en fait, je sais pas, moi ce que je comprends, c'est un petit peu ce qui arrive depuis qu'on a cassé, surtout depuis que les Lumières ont installé pour le coup, c'est une doctrine. L'islam, c'est avant. Hein. L'islam, c'est avant, mais nous, en Europe, on l'a vécu, Je me permets de préciser ça quand même. Enfin, au niveau concret, au niveau de nos vies, Ouais. moi, c'est à partir des Lumières que je le vois. C'est à partir de séparation de l'État et de la religion, où laïcité. le système de valeurs, c'est pas la laïcité, c'est justement la laïcité, c'est quelque chose qui vient après. Et la laïcité, du point de vue de ceux qui l'ont créé, c'est une religion pour remplacer le manque de religion. Donc ça, voilà, on pouvait vous renseigner, mais la laïcité, c'est conçu par ceux qui l'ont créé comme une religion. C'est pas un truc pour réunir tous ceux sans religion. Bref, c'est pour ça que je veux pas parler de laïcité. Juste le fait de casser, enfin d'enlever l'autorité religieuse, donc au même stade que l'autorité de l'État, de la loi, de la justice, etc. Ça fait que le système de valeurs tout de suite il peut être discuté. Et quand le système de valeurs est discuté, et ben quand tu restes ancré, parce on est quand même culturellement encore tout le côté religion qui nous est appris quand on est tout gamin. Et ben on se dit merde, en fait d'ailleurs les musulmans qu'est-ce ils que le ça a à voir disent avec très Satan souvent. Qu'est-ce que ça a à voir avec Satan? On vit dans une époque où c'est plutôt le diable qui a le pouvoir parce que plus personne n'en a, cherche tout le monde veut s'en sortir, et pour s'en sortir faut pas hésiter, si la situation se montre, de la demande, de la demande, à pas forcément réfléchir en termes d'éthique ou de valeurs, et quoi. donc signer un contrat par exemple. Et donc c'est un contrat que tu signes avec toi-même, c'est un contrat de ok, je me permets de faire ça, je me permets de faire ça.
Et donc c'est pour ça que je reconnais ce message, qui est un message un peu intemporel. C'est dès l'instant où tu arrêtes de dire, si les hommes arrêtent de se dire à eux-mêmes, attention, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça, pour garantir la sécurité, et qu'il y a un mec qui réussit à convaincre tout le monde que, bah non, on s'en fout en fait. Et ben là, à ce moment-là, les gens peuvent commencer à se comporter envers eux d'une manière qui est plutôt destructrice, enfin profitable pour eux, mais destructrice pour les autres. Et ça peut, comme tu le dis, le diable, il a toujours plus un, il peut gagner en pouvoir, mais Dieu, de l'autre côté, lui, bah, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ça change pas grand-chose de son côté à lui, parce que lui, il est juste la création, donc il s'en fout. Et il s'en fout pas, on sait pas. Mais en tout cas, il va pas agir pour te modifier. Alors, l'interprétation que moi j'ai eue, pour rebondir tout de suite là-dessus, c'est plus l'intérêt par rapport au croyant qui suit Shaitan ou qui suit Dieu. C'est-à-dire que Shaitan, lui, si tu le suis, il a un intérêt à ce que tu le suives. Clairement. Là où Dieu, c'est pas dans son intérêt de le suivre, c'est dans ton intérêt. Non, parce que le Dieu, il est juste dans l'appréciation de la beauté de sa création. Typiquement, voilà, ce qui s'est passé entre Dieu et donc Satan, avant que Satan devienne Satan, c'est « Oh, regarde ma création, comme elle est belle !» Et l'autre, et donc voilà, déjà, voilà, c'est comme ça qu'il voit ça. Et Satan qui fait mais non, mais c'est de la merde ton truc, regarde, il sert à rien, il est beaucoup moins beau que moi, il est beaucoup moins, enfin tu vois, il a tout de moins bien que moi. Et pourquoi c'est pas moi que t'aimes? Pourquoi? Et donc voilà, il y a tout un, ils ont pas la même grille de lecture. Et ce que je trouve intéressant par rapport, que j'aimerais peut-être approfondir si vous êtes chaud, c'est à parler de le Satan en nous et se faire du mal à soi-même. Bien sûr, ça c'est encore un principe. Enfin, tu l'as dit vite fait, mais je t'ai laissé parler parce que tu parlais. Et j'aime voir tes yeux bouger quand t'as l'air passionné d'un sujet qui te prend tellement à cœur. Ah ouais. C'est que, enfin, c'est pour faire une méga boucle. C'est que, ok, c'est des manières de vivre, c'est avoir du sens dans sa vie et tout ça. Et que donc clairement suivre un chemin plus élevé, ok, hein, comme par exemple suivre Allah qui te fait du bien. Bien suivre Shaitan qu'on définit comme mal, hein, c'est un système très noir-blanc pour le coup. Il manque vraiment de nuances, ces croyants là. Oh. Mais en même temps, est-ce que tous les philosophes sont nuancés? Je ne sais pas. Non, pas tous, mais ils le recherchent plus à mon avis. Mais à ce niveau-là, du coup, j'aimerais bien avoir votre... parce que ça, c'est un truc que moi je trouve très intéressant, plus ou moins dans tous les systèmes de croyances. C'est ce délire noir-blanc, mal, bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond à creuser selon vous, à chercher ou pas, quelque chose de métaphysique presque, parce que il y a eu tellement de théories, tu vois, et pourtant on arrive très vite à ceci c'est bien, ceci c'est pas bien, ceci c'est ce que je voulais dire, ceci c'est pas ce que je veux dire, le chemin à suivre c'est celui-là mais pas celui-là, les pratiques à faire c'est plutôt ça et pas plutôt ça. Je pense que ce noir et ce blanc est vraiment, enfin presque manichéisme quoi. Je pense que ça s'explique pas par le monde et comment il est fait, mais plus par l'homme. Je pense que l'homme a besoin de un peu peut-être réduire la réalité pour en faire des concepts. Tu as par exemple arbre, bateau, maison, et qu'en fait bien et mal sont deux concepts. Penser, oui, voilà. En fait, c'est vraiment propre à l'homme et il utilise ça pour parler de son monde. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut même aller plus loin que bien et mal, mais qu'il y a vraiment toujours une opposition classique entre deux concepts. Par exemple, tu prends capitalisme et communisme. Et on voit jamais, je pense que ça a été abandonné, critiqué par des intellectuels et tout ça, mais tu sais, d'une troisième voie par exemple. On est toujours dans l'opposition noir, blanc, capitalisme, communisme, gauche, droite, toujours dans l'opposition. Et je pense que c'est plus facile pour l'homme. En fait, tu vois, une fois qu'il a un concept, il en crée un deuxième par simple opposition. Et du coup, je pense que c'est juste une manière de l'homme de fonctionner et de créer des concepts. Et ça se retrouve partout et on pense que le monde est comme ça, entre noir et blanc. Mais je pense qu'il est beaucoup plus gris et qu'il y a plein de nuances qui nous échappent parce qu'on pense comme ça, on a des sortes de cadres de pensée entre opposition et pas opposition et qui définissent plein de choses. C'est intéressant parce que il y a plein de trucs. Elias, t'as été inspiré? Non, moi j'ai, je sais pas, peut-être que tu veux commenter là-dessus. Non, je voulais juste relever les points intéressants que je trouvais parce que tu parlais de nuances et comment en fait on utilise des concepts, donc des concepts philosophiques, religieux, des concepts de vie ou quoi que ce soit, pour en fait, d'une certaine façon, simplifier le monde ou bien le réduire dans un modèle que notre cerveau peut calculer ou en tout cas utiliser et faire des calculs dedans pour du coup appréhender ce monde dans lequel il vit.
putain, on revient dans le podcast que je voulais faire en solo, le besoin de l'histoire. Mais soit, soit Elias t'es inspiré. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Il y a deux choses dans ce que je veux dire. Donc il y a le truc, il faut, c'est presque, on a besoin, c'est quasi vital de simplifier donc les concepts, tout simplement pour réussir à un moment donné de prendre une décision de est-ce que cette chose je la fais ou je la fais pas. Et pour avoir la capacité de prendre ce choix, on ne peut pas, par exemple, je sais pas, tu t'aimerais te faire livrer, je sais pas moi, une console de jeux vidéo. Il y a un moment où il y a un petit truc là-haut qui va te dire c'est bien, c'est mal, pour dire je le fais pas. Tu vois. Et donc tout ce système de valeurs, il est complètement construit arbitrairement d'un côté comme de l'autre. Parce que tu peux pas prendre conscience de tout ce qui implique le fait que tu te mettes à consommer des jeux vidéo, le fait que tu achètes une console de jeux vidéo, le fait de combien de temps ça va durer, etc. etc. Et après toutes les problématiques qu'il y a derrière au niveau économique, au niveau écologique, au niveau machin, c'est trop. Donc il y a un moment on est obligé de simplifier tout ça pour tout simplement dans notre quotidien faire des choix par rapport à notre vie, nos histoires, etc. Et il y a les philosophes qui se prennent la tête par rapport à ça, et c'est extrêmement louable parce que c'est important, ça nous aide à prendre du recul sur comment on fonctionne, etc. Et donc pourquoi pas essayer d'étendre ce pattern comme une palette de couleurs que le peintre a. Et ben là voilà, on agrandit la palette du nombre de concepts qu'on peut faire jongler ensemble et le nombre de paramètres qu'on peut mettre ensemble pour prendre un choix. Ça, c'est extrêmement louable et c'est même vital dans une société qui devient de plus en plus complexe. Parce que la philosophie évolue avec la société, quoi. Au plus la société devient complexe, au plus la philosophie elle aussi doit être fine et dire attention, tout ça pour réussir à faire justement des choix dans la vie réelle. Et l'autre truc qui est justement à l'inverse, mais qui génère la même chose, c'est le côté politique. C'est que c'est beaucoup plus simple pour un politicien de dire c'est bien, c'est pas bien, parce qu'il faut que tu votes pour moi. Donc lui, c'est un délire beaucoup plus limitant. Donc le résultat est le même, mais l'intention derrière est l'opposé en fait. Il cherche pas ton évolution, il veut que tu réfléchisses en bien, mal, pour que tu puisses avoir la grille la moins claire possible pour au final arriver à vote pour moi. Alors, ce que je relève de ce que tu as dit, c'est la notion de choix et la notion de plein de paramètres différents que du coup on peut simplifier pour faire ses choix. Et un autre truc que je relève aussi, c'est la philosophie comme outil pour pouvoir gérer plein de paramètres différents que normalement on pourrait pas gérer. Donc je vais éviter la politique parce qu'on parle philosophie. Mais du coup, et ça je le trouve intéressant. Donc la philosophie, ou en tout cas la pratique de la philosophie, est quelque part une sorte de... Et tu as dit un autre truc, pardon, et c'est celui-là que je voulais creuser. Tu as parlé aussi des gens qui quelque part, sont hyper concentrés sur le fait de comment on fait ses choix et comment on fonctionne ces systèmes de valeurs par rapport à ces choix. Et justement, ce que je trouve intéressant là-dedans, de ce que tu as dit à ce niveau-là, c'est que j'ai l'impression que ça, c'est peut-être ce qui fait chier la plupart des gens. C'est qu'une série ou un film à regarder, ça se fait vite, la vidéo de chat, elle est rapide et tu as le plaisir vite fait. Là où parfois un long texte qui parle par exemple de la justice, un texte de 300 pages qui parle de qu'est-ce que c'est la justice par rapport quand ton chat te mord le pied et de ta manière de réagir, de lui donner de la bouffe un peu en retard ou pas, quoi. Même une loi qui lit ou un texte de loi. ou un texte de loi, et que c'est parfois trop compliqué. Et donc oui, cet aspect-là aussi que je trouve intéressant aussi par rapport à tous les choix qu'on doit faire. Et le monde qui va de plus en plus vite et du coup demande des choix et des décisions beaucoup plus rapides et avec de plus en plus de paramètres. Donc les choix doivent aller de plus en plus vite, mais il y a de plus en plus de paramètres parce que le monde tourne plus vite. Et du coup, oui, la philosophie comme outil pour pouvoir gérer ces paramètres, pour pouvoir aller dessus. Et donc Ulysse est inspiré, je vais peut-être laisser la parole. Pour la philosophie comme on va dire garante d'une bonne connaissance, c'est une définition qui se retrouve assez souvent que... Attends. Pour toi, une bonne connaissance, c'est ce qu'il venait d'expliquer ? Non, mais j'avais pas les termes, alors j'ai fait un saut. Comme manière de prendre des décisions, c'est ce qu'il a plus ou moins dit. Ouais. Donc, souvent, on dit que la philosophie est une discipline qui n'a pas... qui n'a pas... D'obligation de résultat ? Non.
Non. Non. Qui Je me permets de qui n'est pas troller. sa propre finalité ou qui ne s'occupe pas de sa propre discipline, comme la physique s'occupe de physique ou quoi. La philosophie s'attaque à d'autres disciplines. Enfin, s'attaque. S'attaque. S'occupe. Comme quoi son modèle de pensée est dans l'attaque. Ah, l'attaque, toujours l'attaque. L'attaque, la défense, faire mal. Ouais, je veux vous conquérir mentalement, Ah, mais la meilleure philosophiquement. défense, c'est l'attaque. Qui c'est qui disait ça déjà? Plein de gens. Plein de gens? Non, je pense que c'était un type. Ok, d'accord. Et J'ai enfin pu l'utiliser. par rapport à la complexité du monde, parce que vous parliez de la complexité de la société, mais je pense qu'on peut même encore aller plus loin, toujours avec notre ami Bergson, qui parle de la complexité de la réalité, que on simplifie toujours les choses parce qu'elles sont horriblement complexes pour nous et qu'on peut pas en appréhender toutes les choses, et que par exemple, pour reprendre l'exemple de la console, on va se dire bon, quand je vais acheter cette console, il va se passer ça. Mais une fois que ce sera vraiment le cas, il y a une infinité de choses en plus qui vont se glisser dans la préconception que j'en avais. Et que toutes ces choses, on n'y pense jamais. Et pourtant, une fois qu'on les vit, c'est impossible à appréhender, c'est impossible à ressentir. C'est beaucoup plus... Et c'est terriblement complexe. Et que du coup, ces oppositions binaires entre bien et mal ou quoi, sont une horrible dépréciation de la réalité et qu'on y perd énormément. Et que bien sûr, on ne peut pas en atteindre... atteindre la connaissance de tous les petits paramètres de notre réalité qui est beaucoup trop complexe, mais que alors la philosophie sera un effort pour prendre en compte le plus de paramètres possible pour arriver le plus possible d'une bonne décision, on va dire. Cool. À ce niveau-là, j'aurais voulu creuser, en t'entendant parler, tu as parlé de l'infinité, les variations et les choses qu'on ne peut pas attendre et tout ça. Et le mot qui m'est venu, c'est stress. C'est que tu as tes petits modèles en tête, hein, du fonctionnement, la Terre fonctionne comme ça, j'ai pris telle décision, il y a ça qui va se passer. Et que justement, quand tu as dit les infinités de variations, c'est que parfois, du coup, et donc je reviens au stress, c'est impossible de prendre la décision parce qu'il y a trop de paramètres. Et vouloir tous les calculer en une fois et prendre du coup la décision parfaite ou la bonne décision par rapport à la situation, sachant qu'on pourrait s'informer facilement sur tel et tel truc, qu'il y a l'opinion des gens, la propre opinion, quelles sont mes valeurs, le fait que ça change, que ça pourrait changer, qu'il y a cette option par-ci, qu'il y a cette option par-là, et que du coup, tous ces choix et toute cette grande possibilité font que oui, on rentre dans cette situation de stress, d'immobilisme parce qu'il y a trop en fait. Et du coup, ouais, je fais direct le lien avec ce qu'on a dit là tout de suite. Ah ben tiens, le bienfait de la philo, c'est justement, on explore tous ces différents paramètres, ou on apprend à explorer plein de paramètres différents et avoir des modèles plus fins et plus complexes. Mais quelque part, est-ce que ça ne peut pas être une source de malheur alors? Je fais un signe de bombe drop, tu vois. Ben, moi je dirais que si tu rates ta quête d'étudier plus finement les paramètres, alors oui, c'est la cause d'énormément de stress et de beaucoup de malheur. Mais si tu y arrives assez bien, que tu arrives à être plus fin et que tu es satisfait de ta réponse, ou comment tu dis bon, je suis sorti d'une opposition classique binaire et que j'ai vu les choses avec plus de nuances et que j'ai pu prendre une décision peut-être plus réfléchie. Et puis, même si ça rate, je veux dire, tu dis bon, il y avait un paramètre que j'avais en moins, mais je sais que je dois le prendre en compte pour la prochaine fois, et à chaque fois ça s'affine un peu plus. Donc soit tu peux le prendre en disant je suis malheureux, tous ces paramètres que j'arrive pas à prendre en compte, soit tu peux essayer toujours un peu de les prendre en compte et à chaque fois voir ceux qui reviennent, qui te baisent à chaque fois. Tu peux affiner ton truc, je pense, et en sortir plus heureux parce que tu prends des meilleures décisions pour ta vie. Bah, c'est pas que pour. Là, quand je disais ceci, c'est pas forcément que pour des décisions pour le coup. Parce que justement, enfin voilà, on va prendre un examen. Je sais pas comment vous vivez les examens. T'as des gens qui ont travaillé pendant 8 heures chaque jour, pendant 2 mois pour un examen. Et ils sont là, je connais pas mon cours, je vais jamais y arriver. Du coup, ils sont là comme ça et ils osent pas noter des mots. Et puis t'as les gens qui ont étudié vite fait le résumé 2 heures avant et qui rentrent les doigts dans le nez et qui réussissent leur examen pour le coup parce qu'ils étaient c'est pas dans un espèce d'état où ça allait mieux. Et donc du coup, ce que moi je remets en question à ce niveau-là, c'est bah oui, la philosophie comme moyen pour mieux prendre des décisions justement. Est-ce qu'on a besoin de plus d'informations toujours pour prendre des meilleures décisions? Est-ce qu'on a besoin de plus de paramètres pour prendre des meilleures décisions? Moi, je dirais quand même qu'au-delà de la prise en compte des paramètres, il y a aussi un recul qui est pris. Et justement, dans le cas de l'examen,
pourquoi est-ce que celui qui a étudié un résumé 2 heures à l'avance, il réussit mieux que celui qui Je s'est dis pas fait forcément mieux, mais il réussit Oui, aussi, disons. et il réussit aussi, bon, peut-être un peu Ça, moins c'est bien, moi, c'est vrai. j'étais ce gars-là. Ouais, je dois dire que je m'en rapproche aussi. Mais justement, je pense que avec ce recul-là où tu dis, déjà, tu peux juste être relativiste et dire, bon, qu'est-ce qui se passe si je rate pas grand-chose, et déjà, t'es moins stressé, enfin, t'as plus de stress, t'es là tranquillement. Je pense qu'avec le recul et la prise en compte de paramètres, tu dis, bon, j'ai étudié autant, je vois globalement la matière, je pourrais bricoler un peu, et t'as confiance en ce que tu vas faire. Alors que quelqu'un qui a étudié pendant des mois et qui se dit, oh merde, je connais pas bien, il va être stressé, il va pas être bien, il va mal réfléchir, il va recracher tout ce qu'elle a pris comme un con, tu vois. Parce que je pense quand même, tu vois, le type avec la synthèse, il a les choses plus globales, il construit un peu, il bricole, et du coup, c'est plus argumenté, ça paraît mieux. Enfin, je veux dire, Il n'a pas forcément une synthèse, parfois il a juste appris le bon truc. Là, je parle tout à fait de moi. Il a juste appris le bon chapitre, et il y a une question là-dessus, il a eu complètement du bol, et il a parfois les mêmes points que la personne qui a perdu, je sais pas moi, une semaine de sa vie à étudier un cours inutile. Mais il y a une phrase que j'ai, enfin un mot que j'ai beaucoup aimé dans tout ce que tu as dit, c'est le mot de recul. Parce que j'ai l'impression que la philosophie demande de ça justement, parfois de se détacher de ce qu'on croit être vrai ou de notre modèle de pensée ou les paramètres que l'on utilise maintenant, de prendre le recul de ça et d'explorer un peu plus et de les étendre ou parfois les réduire ou ouais. parfois jeter ceux qui ne sont pas nécessaires, parfois en ajouter d'autres, parfois voilà, je sais pas ce que ça vous Bah, je suis assez d'accord que ça sert à ça aussi, la philosophie. À prendre du recul, et prendre du que recul. c'est quand même toujours important. Prendre du recul, ça peut être important. Je confirme. Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose de pressant à dire ou Pas Ou on qui peut me vienne conclure. comme ça. Je pense qu'on peut conclure, ouais. peut conclure? Je pense qu'il faut lire des livres de philo. Ouais, bah voilà. Moi j'ai quand même un truc que j'ai envie de dire. La philo, ça doit pas être compliqué. Je veux dire, finalement. Ouais, quand tu lis Kant, tu penses pas ça. C'est pas si dur. C'est pas si dur, mais il y a des fois ça fait mal au cerveau. Non, mais il faut bien se concentrer, mais Il il faut y a se bien concentrer. pire. Bah, Lis Heidegger, et là tu vas dire Heidegger, là c'est chaud. Ah, c'est horrible. Ah, chaud. Moi, j'ai abandonné, je pense. Bah, j'ai même pas fini 2 pages, je crois. Et c'est l'étudiant en philosophie qui nous dit ça. mais non, mais en même temps, si t'as des écrivains. J'étais pas armé T'étais pour. pas prêt. Ah, ok, d'accord. Mais quand même, genre, il y a des philosophes où tu peux déjà un peu te faire une petite idée et dire, oh oui, c'est sympa. C'est sympa. Non, là c'était terrible. Bah oui, mais c'est ça un peu le truc. C'est que... Alors, ok, pourquoi je faisais quand même cette remarque de ça doit pas être difficile, c'est que on peut pas. Alors oui, le fait de bien définir des mots, de bien clarifier, de bien nuancer, pour être sûr qu'on parle du même truc et tout ça, en effet, c'est très important. Et du coup, en fait, la plupart des philosophes qui écrivent des textes de philosophie, ils partent du principe qu'ils ont un lecteur aguerri qui connaît Oui. toutes les terminologies et tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas tous les mots compliqués qu'on ne peut pas s'y lancer soi-même et commencer à réfléchir sur sujet X, sujet B, comme on le fait dans les chroniques inutiles. Hein. Je veux dire, moi, ça m'étonne quand même beaucoup à quel point les participants, quasi chaque participant que j'ai rencontré, qu'ils soient nouveaux ou qui viennent tout le temps, est super content d'y participer parce qu'il se rend compte, ah ben ouais, ok, on fait une philo simple et concrète avec un peu de blague et tout ça, et ça doit pas être plus dur que ça, et j'en sors avec comme je disais, des nouveaux paramètres que j'avais pas vus avant parce que justement d'autres personnes ont ramené d'autres idées que je n'avais pas vues. Et ce qui devient encore plus intéressant, c'est de le savoir faire pour soi-même. Et donc oui, un outil par exemple, c'est, je sais pas moi, avoir un cahier où on écrit qu'est-ce qui est absolument vrai pour moi aujourd'hui. Est écrit par exemple la phrase, eh ben pour moi, ce qui est absolument vrai, c'est que l'eau se boit par la bouche. Ok. L'exercice de philo, c'est par exemple se prouver le contraire ou voir, oui, mais qu'est-ce que c'est la bouche? Qu'est-ce que c'est boire de l'eau? Qu'est-ce que c'est l'eau? Je veux dire, qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est absolument? Et puis ensuite, voilà, et puis ensuite donner des pour ou des contre-arguments. Et parfois, le simple fait de faire cet exercice permet de développer un esprit critique sans devoir trop se prendre la tête avec des espèces de livres où tu lis 2 phrases et puis ton cerveau il explose. Parce que voilà. Mais moi je suis totalement d'accord avec toi, et j'aurais aimé que tous les philosophes aussi. Mais Il y en a certains qui sont pas dans ce délire-là ou qu'est-ce que tu veux dire par là? enfin qu'il y en a beaucoup qui, comme tu dis, attendent du lecteur qu'il soit assez aguerri, et il y a aussi le contexte de l'époque où tu as il
il y a des polémiques philosophiques qui sont d'actualité. Et du coup, ils s'opposent à des gens sans le mentionner parce que quand ils l'écrivent, ça paraît évident, mais 200 ans plus tard, c'est plus évident. Et du coup, tu es là, il te manque le contexte, tu comprends pas bien, et du coup, c'est un problème de compréhension. Mais je pense qu'il y a aussi, en fait, le fait qu'ils aient une idée, qu'ils veulent défendre au final, et qu'ils passent par des chemins ultra complexes pour la justifier. Et je pense surtout à la philosophie du Moyen-Âge. En fait, ils ont un matériau de base qui est donc la Bible. Et là-dessus, ils vont essayer de construire toute une ontologie. Mais du coup, vu qu'ils ils bricolent pour que tout se tienne, alors c'est ultra complexe. En fait, ils essayent de justifier, de parler de Trinité. Pourquoi est-ce que la Trinité est une, même si elle est séparée en même temps. Et du coup, ça devient hyper complexe, hyper abscon, et c'est ultra chiant à lire, tu vois. Et du coup, je pense que le philosophe gagne toujours en clarté quand il a un projet qu'il annonce clairement, qu'il dit je veux défendre cette idée, et il va donner alors tous ses arguments, plutôt que d'essayer de bricoler un truc ou de partir dans des trucs hyper intellectuels, tout ça pour pas grand chose au final, ou pour un projet qui aurait pu être dit plus clairement, annoncé mieux. C'est intéressant parce que là tu prends un autre point de vue qu'on n'a pas abordé, enfin on l'a peut-être abordé de manière pas très mais je trouve que la nuance est intéressante, le fait de développer une idée, d'utiliser la philo comme développer des idées. Alors oui, on a parlé de développer des concepts, on a parlé de manière de vivre, et on a parlé de créer son propre sens, hein, ça c'était les absurdistes je crois. Mais en effet, ça je crois que c'est quand même assez intéressant aussi, le fait de pouvoir utiliser la philo pour, tu as une idée ou une intuition ou une phrase ou quelque chose, mais tu sais pas exactement, tu sais qu'il y a quelque chose derrière, mais tu sais pas exactement quoi. Ok, bah par exemple noter cette idée et voir ou utiliser des manières de penser comme la définition, clarification, contextualisation, imager, quoi que ce soit, nuancer, tout ça, pour justement développer cette idée, pour qu'elle soit hyper développée et que justement utiliser ton propre intuition et la développer jusqu'à où elle va. C'est quand même un aspect qu'on n'a pas tellement abordé. Oui, c'est vrai. Trouve, ouais. J'ai un prof de philo qui disait ça, que peu importe si des philosophes ont dit que c'était faux, que des gens disent que c'est faux, quand on a une intuition et qu'on la sent comme vraie, alors il faut la développer, il faut pas l'abandonner parce qu'il y a une doxa qui a dit avant non, ça c'est de la merde, on laisse tomber, et qu'il faut, la première intuition qu'on a, il faut la suivre et essayer de la développer, de l'argumenter pour qu'elle tienne. Là, j'ouvre la politique. Et donc là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que clairement, je veux dire, dans un système d'éducation ou politique, où ah non, mais moi j'ai la vérité, il faut penser comme ça. Du coup, si tu es la personne avec une intuition qui est différente du mode de pensée dominant, ça peut parfois être une perte de temps d'aller suivre son intuition et d'aller développer ses idées, surtout si elles ne sont pas forcément liées avec ce qui est la pensée dominante, que ce soit la bien-pensance ou le nazisme. Oui, j'ai fait la comparaison entre les deux. Ouais. Bravo François, t'es tellement un thug. Waouh. Heil. Heil. Mais par rapport à ça, je pense que tu as, si on peut, pour essayer de faire aussi une mini synthèse en ajoutant quelques petits trucs. Mais donc, je pense que par rapport aux trucs politiques, c'est bazar politique, machin là. Fais ton bazar. Je me suis perdu. Par rapport au truc politique, et j'ai dit qu'il faut parfois suivre son intuition, c'est pas tellement bien parce qu'il y a des gens qui croient avoir la réponse exacte. Oui, donc je pense que tu as plein d'hommes qui veulent former société et que dans tous ces hommes, ils ont tous une manière de vivre qu'elle découle de la philosophie, la religion, de la spiritualité. Et du coup, toutes ces visions sont, on va dire, un peu, pas opposées, mais sont différentes. Ouais, hétérogènes, quoi. Et je pense que, alors, un problème en politique, c'est le problème des extrêmes, parce qu'ils n'écoutent pas les autres. Ils crient très fort, ils n'écoutent pas, et du coup, il n'y a pas de débat qui est possible. Et j'ai quand même l'impression que le débat est un pilier de la démocratie, en fait. Vu qu'on est obligé de concilier avec des gens de droite, on peut pas juste dire oh les gens de droite c'est des grosses salopes, moi je refuse de parler avec eux parce que mes idées sont bonnes, parce qu'il faut aussi être un peu humble et prendre du recul. Et se dire que peut-être que mes idées j'en suis intimement convaincu qu'elles sont bonnes, mais il y a peut-être des choses, des parties qui sont peut-être corrigeables avec un bon débat. Par exemple, si je débat avec quelqu'un de droite sur l'immigration, alors il va me donner des arguments, puis je vais dire non, t'es qu'un enculé de raciste, puis il va donner un autre argument, puis je vais dire oh ouais, ça pourrait être intéressant. J'ai pas un problème avec leur race, j'ai un problème avec leur culture et leur gueule.
Ouais, et alors tu dis. Et Bon, alors là, vous nuancez donc les propos. Non, mais arrête de casser. Bon, je vais devoir donner des exemples concrets. Oui, je Imaginons, pour donner un exemple concret du bienfait qu'apporte qu'apporte le débat dans une démocratie. Ce serait par exemple, pour un débat concret, pour l'immigration par exemple, des gauchistes radicaux qui disent qu'il faut ouvrir les toutes les frontières et que vraiment on est que des gros fachos à mettre Donc moi je suis le gars de la droite douane. et je te dis bah non putain, tu vas pas laisser rentrer des putains de terroristes qui respectent pas la femme, qui respectent pas la laïcité, qui respectent pas tout ça. Ils veulent imposer leur mode de vie au nôtre. C'est ça. Non, j'étais parti sur un autre exemple. Ah, ok, Merde. vas-y, pardon. C'est ta faute, François, là. Ouais, mais non, mais je croyais qu'il allait là et en fait non, il est allé autre part. Il m'a tout à fait feinté. Tu Donc vois. il disait Bon. putain Ah, de gauchistes qui. Ouais, des putains de gauchistes qui pourraient dire que en fait on doit ouvrir les frontières et que les migrants vont Ouvrir arriver les et que frontières. vu que l'homme est bon, ils vont s'intégrer d'eux-mêmes. Ah, d'accord. Et le type de droite va dire ils vont pas s'intégrer d'eux-mêmes, faut leur donner l'occasion, faut leur donner un parcours, faut qu'ils puissent apprendre la langue, faut qu'on leur donne des opportunités et ensuite ils pourront s'intégrer. On peut pas les laisser arriver ici et le laisser faire leur vie parce que s'ils parlent pas la langue, c'est impossible de s'intégrer. Donc donnons-leur cette chance d'apprendre la langue pour pouvoir s'intégrer. Voilà, il Et est ça- sympa ton mec de droite là quand même. Hein. Oui, Ouais, il est sympa, ouais. il est sympa. il est Bon, sympa, hein. j'avais pas de meilleur exemple sous la main. Ok, allons-y, Mais- allons-y. Donc c'est ça que je voulais dire que par le débat, on arrive justement à plus de finesse que justement avec cette idée. Pour revenir à l'opposition Ouais, classique qu'on fait toujours, par le débat, en fait, si c'est un débat bien fait et un peu honnête. Alors tu peux donner un argument, quelqu'un réfute ton argument, tu dis ah c'est pas mal, puis il donne un autre argument, et puis ça s'affine de plus en plus jusqu'à arriver à quelque chose de beaucoup plus correct que des bêtes oppositions entre des extrêmes gauchistes et des extrêmes droitards. Et du coup c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fin, et on peut arriver à quelque chose de vraiment bien construit quoi. Pour l'immigration est beaucoup trop complexe pour s'arrêter à on ferme les frontières ou on les ouvre. Ouais. Bah, à ce niveau-là, j'ai fait un podcast en solo sur une partie de Fahrenheit 451. Et justement, ce que, entre parenthèses, le méchant disait à ce niveau-là, c'est que, pour le coup, une des raisons que la philosophie n'est pas tellement appréciée dans ce monde-là, c'est qu'en fait, fondamentalement, ça rend tout flou, quoi. Quand tu es quelqu'un qui est convaincu d'un truc, par exemple, il faut ouvrir les frontières ou non, il faut les fermer, quelque part, la vie est simple. Tu vois, tu te poses pas de questions, tu vas juste avec le flow de la vie et tu bois tes bières. Et là où quand tu te poses trop de questions, finalement, tu bouges plus et puis c'est genre tout est gris et tu vois, et c'est difficile et bon, et ça c'est un peu l'argument de ignorance is bliss, donc l'ignorance est d'or. L'ignorance est belle. L'ignorance est... Bon, soit en anglais c'est ignorance is bliss. Et que, ouais... Les ignorants sont bénis. Voilà, les ignorants sont bénis. Et donc pourquoi je dis ça, c'est que justement, ce n'est parfois pas dans l'intérêt du gars qui est politicien de droite, et donc je reviens à ce que tu disais Elias, que tu aies une pensée développée. Et donc là, j'invite... et donc mon commentaire, ma conclusion juste après, c'est ça, c'est ceci. Et donc c'est presque de l'activisme en fait, de philosopher et de penser hors des cadres que certains politiciens vous forcent à penser. Bah, t'as une certaine vision de l'homme quand tu fais ça, ouais. Parce que tu veux que l'homme soit plus grand que ce que tu vois, quoi. Moi, tu veux dire? Bah, toi, en tant que philosophe, tu vois le Ouais. monde autour de toi et tu dis, en le faisant la philosophie, tu tends vers l'élevé, quoi. Vers élever le monde, tu veux dire? Ouais. Je vois pas ce que tu veux dire. Moi non plus, je crois que... Bah, c'est de l'activisme dans ce sens-là. Ah non, moi Le là... simple Ah, fait de oui, le oui. faire, c'est un acte activiste, en fait. Bon, ça Ah oui, dépend oui. de quoi tu Bah, Parce que faut être quand même convaincu, enfin, faut être un peu... faut avoir envie de le faire, sinon tu le ferais pas. Après philosopher, il faut en faire quelque chose quoi. Tu laisses pas juste un gros bouquin de 800 pages dans une armoire et tu dis ah j'ai aidé l'humanité. Alors, je parlais pas de la philosophie tout seul. Ouais, je parlais pas de la philosophie tout seul devant ton bouquin. Mais même, non, si. Mais En fait, si, en fait. Mais j'ai été clair. fait, si, non, le mais simple Elias, fait- t'as Mais oui. compris ce que j'ai essayé de Oui. dire par rapport à l'activisme. C'est-à-dire que si un politicien il veut que tu penses ah non l'immigration c'est cool, hein, politicien de gauche, politicien de droite ah non l'immigration c'est pas bien, et que donc il te force à penser de cette pensée-là. Ouais. Du coup, pour moi, l'activisme, c'est justement le gars donc c'est le philosophe qui va essayer de prendre les arguments de l'un, prendre les arguments de l'autre, qui va essayer de nuancer et d'avoir du coup un choix beaucoup plus fin par rapport à ça, et qui va du coup ne pas rentrer ni dans la gauche ni dans la droite, mais avoir une sorte de vision qui englobe les deux.
Et du coup, oui, ça c'est clairement de l'activisme parce que tu dis merde aux politiciens qui, en fait, veut que tu penses d'une certaine façon, mais non, toi tu as une pensée plus englobante. C'est ça que j'ai essayé de dire. D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais j'irais quand même de manière plus globale que ça. Le philosophe, il n'est pas obligé de compiler des masses d'avis. Il peut aussi tout simplement pointer les soucis dans un discours. Il n'est pas obligé d'être le maître du jeu d'une grande table avec tous les partis politiques et puis le grand savant philosophe il va dire ok alors on garde ça et puis maintenant voilà ce qu'il faut faire. Il peut aussi tout simplement être en face d'un politicien et lui montrer que... inspiré, Elias. Ouais, non, je voulais juste dire que Socrate il faisait ça, il en est mort. On l'a suicidé. On l'a suicidé. Il a bu la ciguë. Non mais oui, mais je pense que oui, tu as le truc socratique où Socrate a jamais rien dit comme vérité, il a juste réfuté des vérités de gens qui pensaient avoir des vérités solides. Et donc oui, je pense que c'est aussi un rôle de la philosophie qu'on peut rajouter maintenant à la donc la détruire les croyances profondes des choses. Je pense que le jour où il y a vraiment plein de philosophes qui se pointent sur le terrain audiovisuel et qui commencent à répondre et à dire non, nous on voit le monde comme ça. Il y en a déjà, t'as vu BHL? Est-ce que BHL est un philosophe? Prochain sujet de chronique inutile. Ça va durer 10 secondes, hein. C'est un très très court, mais c'est bien. Il faut du peps dans cette émission. Ça manque de peps. Il faut des émissions de 10 secondes où on traite de est-ce que BHL est un philosophe. Bon, c'est important. BHL, c'est important. On a besoin de savoir ce genre de choses. BHL, moi je t'invite au. Non, moi je t'invite pas, BHL, ok? T'es pas mon pote, ok? Mais non, il faut, ce sera intéressant. Franchement, il faut du rythme. Il faut du rythme dans cette émission. Si tu passes un jour à Bruxelles, écoute, passe, on va discuter, on va parler de bière, de Carcis. Et antisémitisme. Antisémitisme. Ça va être génial. Direct. Ah, ça va être génial, ça va être trop bien. De toute façon, c'est lui qui va le sortir. Hein. En 15 secondes, t'auras le mot. Hein. Ouais, mais donc, monsieur, je trouve que ce symbole que vous avez accroché à votre mur est un symbole. Attends, tu mets BHL là, devant ce poster, et là on est bon. Donc, oui, le poster avec toutes les théories du complot. Espèce de nazi. Nazi complotiste. Espèce de complotiste. Vous êtes la lie de l'humanité, de la République. Non, mais je vois exactement tout ce qu'il va dire. T'inquiète. Ouais. Mais on peut, ça va être marrant. Moi, je sais pas, du coup, je suis curieux, je lui poserai des questions. Quelqu'un de la stature. Et puis on fera tous prince un exercice, BHL viendrait parmi nous. On ferait tous un exercice socratique et on détruirait son opinion si on y arrive. Ouais, je pense qu'il finirait par dire oh, ça va, c'est facile, et vous, qu'est-ce que vous pensez? Puis après, il nous retournerait, tu vois. C'est comme ça. Moi, je dirais. Pour la question, est-ce que c'est un philosophe? Je pense que je suis très intéressé de votre opinion, monsieur Bernard. Je pense que c'est plus un polémiste en vrai. Enfin, peut-être qu'il a fait des études de philosophie, peut-être qu'il écrit un peu de philosophie ou qu'on trouve un peu de philosophie dans ses travaux, mais j'ai l'impression que c'est surtout... il donne des opinions, quoi. Et tu vois, il a une sorte de statut. On dit il est philosophe, et puis ensuite, avec son autorité de philosophe, il vient, il donne des opinions de droite, et puis il fait quelques petites polémiques, mais c'est pas vraiment un philosophe. Enfin, quand on le voit médiatisé, il fait clairement pas un travail philosophique, ça c'est sûr. Quand il va promouvoir la guerre en Libye, oui, je pense qu'on est sur des limites de philosophie. Ouais. Mais du coup, attends, Ulysse, toi l'étudiant en philosophie, et peut-être qu'on va clôturer là-dessus, je sais pas combien de temps on a parlé. Quel est le travail philosophique pour le coup? Le plus abstrait possible pour inspirer nos auditeurs. Et puis un peu plus concret pour que chacun dans sa différence puisse. Mais pendant l'émission, on a donné quelques. Je pense qu'il n'y en a pas un vraiment, mais je pense que l'idée principale, avec toutes les réserves qu'on a mises sur la vérité ou quoi, mais ce serait quand même de se rapprocher d'une vérité. Et une fois qu'on se rapproche d'une vérité, alors on peut mieux vivre sa vie parce qu'on fait de meilleures décisions, parce qu'on a plus de nuances, puis on a mieux compris, on a mieux appréhendé. Donc je pense que le truc principal, c'est quand même d'arriver à une vérité plus fine, dans le sens où la vérité serait construite, quoi. Plutôt que d'une opposition primaire, on essaye vraiment de prendre tout en compte et d'arriver à une vérité très fine, le plus subtile possible, avec le plus de réflexion dessus, quoi. Moi j'aime bien. Je sais pas, Elias, tu veux rajouter? Moi j'aime bien. Moi je dirais le travail philosophique il commence déjà par rapport à ta propre vision de la vie, et quand tu discutes avec quelqu'un, admettre que tes opinions c'est pas un roc mais plutôt une argile qui peut se modifier avec l'autre en fait, en fonction de l'influence qu'il a sur toi,
et pas forcément prendre ce qu'il dit comme totalement faux, même si t'es pas d'accord, et que cette chose-là peut orienter légèrement. Et après, c'est en fonction de soi. Est-ce que t'es plus ou moins dispo ou pas à le faire, mais au moins s'assurer que déjà rien n'est figé en toi, quoi. Ouais, Déjà rien que ça, c'est déjà un travail philosophique parce que t'es ouvert déjà un petit peu à l'autre. Eh ben, moi j'ai adoré. Donc Ulysse parlait de. Finalement, c'était très abstrait et très introspectif, essayer de s'approcher d'une vérité. Toi, tu as parlé de l'aspect social, c'est-à-dire rencontrer des gens qui ont d'autres opinions, échanger et en même temps fusionner et en même temps se comprendre et tout ça. Et donc essayer de s'ouvrir à l'opinion de l'autre. Est-ce que moi j'ai envie de rajouter quelque chose à ce qui a été dit ? En fait, non. Je me rends compte que je sais pas trop c'est quoi la philo. Mais c'est, on m'appelle parfois le philosophe. Et oui, moi c'est me poser des questions. Parce que t'élèves le débat. Moi je pose des je pense que questions. c'est aussi Moi bête que ça. voilà, j'aime bien poser des questions. Ça me paraît une bonne définition. C'est très pratique et très concret. C'est au lieu de dire ah ben non, le ciel est vert. Ouais, c'est quoi vert ? Pourquoi est-ce qu'il est vert ? Qu'est-ce qui a fait qu'il est vert ? Est-ce que tout le monde le perçoit comme vert ? C'est poser des questions. Et oui, donc voilà. Je sais pas ce qu'il y En a. fait, le philosophe, c'est les premiers trollers de l'humanité. Putain, la révélation. Waouh. C'est fort. C'est fort quand même, hein. Le mec, il croit être sûr de ce qu'il dit, et toi, tout ce que tu sais, c'est que tu vas le niquer, et tu vas le niquer Ça en c'est posant ma plein de questions définition. Ça qui c'est va ma foutre le définition. seum, qui va foutre le brin dans tout ce qu'il pense. C'est parce que je fais ça avec Elias souvent et donc il va là-dedans. Non, mais il faut qu'on leur parle. Un jour, on va leur parler de la technique de. Comment ça s'appelle ce truc ? Ben c'est la méthode socratique en Non, fait. non, non, non. Le truc où on fait que poser des questions. Ouais, mais Aporétique. Enfin, en fait, c'est la méthode socratique ou si vous voulez vous la péter, la méthode aporétique. Parce qu'on arrive à j'ai une envie de me la aporie- péter, c'est la Ah, méthode vas-y, on a aporétique. aporétique. Ouais, voilà, vas-y, aporétique. c'est trop bien. Et donc en fait oui, c'était un jeu qu'on a joué avec Elias et en fait le délire C'est c'est génial. on a une conversation rien qu'avec des questions. Voilà. Alors vous pouvez vous dire mais en quoi c'est intéressant ? En question s'il te plaît. Putain, c'est vraiment. Moi, j'ai du mal, c'est pour ça que ça m'éclate. Qu'est-ce que je. Vas-y, répète ta question. En quoi est-ce que c'est intéressant de poser des questions ? En quoi est-ce que ce serait inintéressant ? Est-ce que ce serait grave, que ce serait inintéressant ? L'intérêt, il est pas important pour toi. Mais c'est quoi l'importance ? Etc. Voilà, moi j'en peux plus. J'en peux déjà plus. Mais donc voilà. peut-être pour donner une petite conclusion finale, Vas-y. je suis assez d'accord en fait, et on pourrait même placer ça avant la recherche de vérité. Je sais pas. Souvent on parle de l'étonnement philosophique, le premier truc on se dit tiens un problème là, et alors on l'interroge. En Ouais. fait en posant la question, alors on doit trouver une réponse, et c'est là qu'on fait tout le travail de recherche de ouais, vérité. Et donc c'est vrai que le poser des questions ça me paraît assez presque le fondement de la philo en fait. Ben, à ce niveau-là, là je parle au niveau perso, et c'est peut-être pour ça qu'on m'appelle le philosophe, c'est que je sais que moi je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien voir ce qui se passe derrière les choses, apprendre plein de trucs et tout ça, et je crois que fondamentalement, du coup, si tu dis que ça vient même avant le travail, je me dis que quelque part, être philosophe, c'est juste être curieux, quelque part. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça pour toi. Non. Il y a aussi le côté, alors, curieux, comment dire, qui ne se laisse pas emporter par ses émotions. Moi, typiquement, je m'exprime pas comme un philosophe, tu vois. Je pourrais, mais je veux pas. Ça me paraît Est-ce plus qu'on peut être, accessoire, attends, ça. est-ce qu'on peut être curieux Non, sans c'est pas accessoire du tout. Elias, est-ce qu'on peut être curieux sans se laisser emporter par ses émotions ? Oui, mais Voilà. Donc curiosité est à part. et justement, laisser oui, c'est deux emporter. choses différentes, Ouais, mais ok. ça va de pair en fait. Parce que le philosophe, il a aussi ce côté détaché. Ouais, le recul, on en a parlé. Donc, tu vois, donc curieux, ça une suffit pas. curiosité- C'est pour ça que je dis donc curieux, une ça suffit pas. Il y a curiosité, ça, mais il y a c'est plein de trucs. Donc une curiosité avec du recul. Donc, Voilà, il a du recul. Quand il parle, ce sont jamais des mots gaspillés. C'est aussi pour élever le débat. Ou alors il va Ça, poser je la sais pas. contradictoire. Mais c'est ce que tu Donc, fais. C'est pour ça qu'on mais peut. donc Ulysse n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le philosophe alors que pourtant il cite aucun philosophe. Quand il parle avec quelqu'un, il va pas citer de philosophe. oui, il va bah. pas dire oh oui Kant disait. Il va pas faire ça, tu vois. Oui, il utilise pas ma technique de figure d'autorité.
qui est très Il a malhonnête au une final. attitude. Oui, c'est ça. Non, lui, il a la vraie attitude philosophique. Il pose des questions. Il base pas. Tu vois, parce que moi, j'ai souvent recours à ça. Tu vois, je dis, oh, ce philosophe, il a dit quelque chose d'intéressant. C'est Bergson. Argument oui, il est très bien. d'autorité. c'est ça. Ah oui. Ouais, Mais j'adore. C'est très facile les arguments d'autorité. C'est vrai que je pense poser des questions, mais tu vois, c'est parce que peut-être l'avantage c'est qu'ils ont été assez loin dans la réflexion et ça donne déjà une bonne base pour pas recommencer tout le débat. Mais poser des questions, ça me paraît. Est-ce qu'il faut avoir une bonne base pour philosopher? Oui, mais tu vois la manière dont il pose sa question est très très importante. Ah ouais, non, mais il fait ça bien. Je le reconnais. Tu vois, je pose la même question avec le ton que j'ai là maintenant, ça va pas sonner philosophe du tout. Non, mais C'est parce que j'ai du recul ou qu'est-ce qui. Mais voilà, mais c'est ça, tu vois. Est-ce que je dirais non mais enfin c'est parce qu'il a du recul. Non ça fait pas philosophe ça. Non mais est-ce qu'il aurait un petit peu de recul ce personnage quand il parle? Là, c'était vachement suave. C'est pas du tout philosophe. Ah ouais mais je sais pas faire putain. Bon, bah, il faut laisser à François ce qu'est à François. Oh là là. Mais il parle un peu suave. Il parle un peu suave quand même. Ça J'ai dépend. un peu Il y exagéré. a une petite note, tu vois, mais pas trop, sinon. Ouais, c'est Ah, vrai. tout dépend de à qui on parle et quelles questions on pose. À Il quelle t'as vu, question il est-ce a qu'on le pose ton à qui quelle monte à la personne? fin. Ouais, Il y a le ton qui monte comme ça. C'est normal, c'est ce qu'on pose une question. Une question. C'est une bonne manière de conclure, je crois. Ouais. Ouais, c'est. Nickel. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez kiffé. En tradition, je vais lire une petite histoire. C'est bien inutile, marré en hein. tout cas. Ouais, bah, la philosophie, c'est marrant. On est là pour ça. Donc, j'aimerais vous raconter l'histoire de mon premier Game Boy. Mes parents n'avaient pas trop d'argent. La maison était encore remplie et on avait des problèmes en tout genre. Du coup, j'étais surpris quand à mon anniversaire, comme cadeau, j'ai reçu un Game Boy. J'avais pas beaucoup d'amis à l'école, j'étais un peu différent. Du coup, le Game Boy était un moyen pour moi de m'en faire, tu vois. Je pouvais jouer avec d'autres gens, on pouvait s'échanger des jeux, on pouvait parler. Je me souviens que quand j'ai été puni par la prof pour avoir joué au Game Boy en classe, tous les élèves m'ont respecté. J'avais enfreint les règles. J'étais aux anges. Et tout ça grâce à ce Game Boy. Jusqu'au jour où, un jour, j'allais à l'école et j'ai trébuché. Le Game Boy est sorti de mes mains et il est tombé sur la rue. Une voiture est passée et mon Game Boy détruit. Il ne marchait plus. Ce jour-là, je suis arrivé à l'école et du coup, quelqu'un m'a demandé « T'as pas ton Game Boy, François ?»« Non. » C'est pour ça que t'es triste? Waouh. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un moment émotion et tout. Ah ça finit Bon. brutal comme ça. Allez, salut! C'est pour ça que t'es triste. Bah oui, hein, il faut parfois... voilà. Merci de nous écouter, mine de rien. Ah oui, il y a le texte pour Benjamin, là. Là pour le coup, je fais pas le philosophe, je fais un peu le machin. Je me m'étale. Hein. Ouais, je me m'étale. Bon, alors, Tish avait demandé que je parle de la manifestation où ils ont mis des jets d'eau sur les manifestants pacifiques du climat hier, donc c'est-à-dire samedi. C'était Et un donc- mouvement non, qui s'appelle Extinction Rebellion. C'est ça, exactement. Et donc il voulait que je parle là-dessus. Et donc en même temps, j'y connais absolument rien. Je sais absolument pas c'est quoi parce que voilà, j'en ai rien à foutre. Mais je me suis dit, je vais quand même en parler pour lui faire plaisir parce qu'il aime bien du plaisir et il aime bien le plaisir que je lui donne, n'est-ce pas, Tish? T'aimes le plaisir que je te fais? Et c'est la première fois que je mets la musique metal rock. Donc voilà. Donc état policier depuis terrorisme pour nous protéger. Alors le truc, pourquoi j'ai noté ça, c'est parce que je me dis bon bah depuis que les attaques terroristes et tout, on met plus de flics partout pour notre sécurité à nous. Et donc l'armée, tout ça, et on a accepté tout ça. Du coup, on a accepté l'état policier. Et donc l'état policier, il réagit quand tu suis pas ses règles. Voilà. Il faudrait peut-être aussi se rendre compte que le gouvernement ne sert pas le peuple, c'est clair depuis un moment. La vente de Fortis à BNP, l'achat des F-35, pot Arabie Saoudite, le CETA et j'en passe. Il est sérieusement donc temps de se rendre compte que le gouvernement n'est peut-être pas au service du peuple. Donc non, ce n'est pas ton allié et il ne va pas t'écouter. Ça ne sert à rien d'aller faire des manifestations et croire que du coup ces gens-là, ils vont vraiment t'aider. Là aussi quelque part, en fait, ils ont prouvé que c'est pas leur intérêt principal. Donc état policier, plein de flics, des flics glorifiés pour leur acte héroïque, ils se comportent d'une certaine façon. Et donc il ne faut pas chercher la merde parce que vous vous ferez taper dessus, c'est ça un état policier. Et donc j'ai posé une fois la question à quelqu'un qui était venu à une de mes représentations, je ne vais pas spécifier qui pour le coup, qui est flic. Dans un département assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'en France, toutes les manifestations sont beaucoup plus violentes qu'en Belgique? Et là, il a dit un truc très intéressant, c'est qu'en Belgique, avant même la manifestation,
les manifestants ou ceux qui organisent, ils vont parler aux flics et du coup ils se discutent, ok, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez faire et comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Et en fait les flics, eux, ils préfèrent que ce soit les organisateurs eux-mêmes qui gèrent tout ce qui est manifestation, qui gèrent quand est-ce que les gens partent, quand est-ce que les gens sortent et tout ça. Comme ça les flics ne doivent pas intervenir. Donc quelque part ça veut dire que si en Belgique il y a eu ce genre de truc, ça veut dire que quelque part ils ne sont pas tenus à les règles, ou bien les règles ils se sont dit non, on va pas écouter les flics, on va faire autre chose. Et donc du coup ils l'ont un peu cherché. Donc il faut pas s'étonner que si les flics qui sont sympas ici en Belgique en te laissant, ok, on va te laisser faire ta manif, on te laisse t'occuper des casseurs et tout ça, que si tu vas pas là-dedans, que ça rentre pas là-dedans. Voilà. Ensuite, à propos du pacifisme et toutes les révolutions pacifiques, le pacifisme ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas de coups. Ça, je trouve que c'est quand même important. C'est pas parce que tu as le point de vue moral au-dessus que tout à coup on va pas te donner des coups. Oui, tu enfreins des règles, même si c'est de manière pacifique, on va te taper dessus. On est dans un état policier. Et donc le pacifisme est de faire la guerre sans utiliser la violence ou sans utiliser des armes, mais ça reste une guerre. Et donc ce que j'avais envie de dire à ce niveau-là, c'est apprenez à faire la révolution différemment que juste aller manifester dans la rue et recevoir des coups ou bien des coups à eau dans la gueule. Et donc il y a plein d'exemples dans l'histoire, Martin Luther King, Gandhi, Otpor et tout ça. Je veux dire, en fait, aller manifester dans la rue, c'est le dernier truc qu'ils faisaient. Ils avaient déjà tout un mouvement avant qui incluait beaucoup de pourcentage de la population avant d'aller dans la rue, tu vois. Je veux dire, voilà, maintenant, comment ça va être décrit dans les médias, vous verrez bien comment ça se passe. Et ensuite, un autre truc que je veux dire, c'est qu'il y a plein de façons de changer le monde, pas juste marcher dans la rue à espérer que le gouvernement va agir, investir votre temps ou votre argent dans des alternatives qui existent, mais ne sont pas médiatisées. Les fermiers locaux, recycler, réuser des choses, supporter votre créateur de meubles comme Olivier Leurnoux de Job Yourself. Oui, l'Olivier, je t'ai fait une pub. Et ensuite, un autre truc, ce que moi je vois dans la plupart de ces mouvements, c'est qu'il y a une énergie de destruction et de rage. On ne veut pas ça, on veut plus de ça, on vous déteste, vous ne faites rien, la situation actuelle est crainte, on va aller dans la merde, l'apocalypse est mauvaise. Et donc ce que j'ai envie de dire, c'est oui, ça c'est une attitude négative où on se plaint, où on détruit et tout ça. Moi j'ai envie de dire, amenez ce changement, créer une vision positive du futur derrière laquelle tout le monde peut se mettre. C'est-à-dire, la vision que toi tu me montres par rapport à ton mouvement, j'ai envie d'être là, waouh, c'est ça le futur si je viens suivre dans ton mouvement. Putain, c'est trop génial, je viens dans ton mouvement. Et pas juste, ah, on va tous mourir et si tu ne le fais pas, c'est de ta faute. Donc voilà, vous comprenez la différence d'énergie. Et donc amener du positif, donner des raisons concrètes aux gens de se bouger le cul et en plus inspirant que sinon tes enfants vont mourir, sinon t'es un connard, voilà. Et donc plus inspirant que ça. N'attendez rien du gouvernement, exercice de pensée. Et si, donc exercice de pensée, pensez avec moi. Et si le gouvernement n'agissait pas, quelle action prendriez-vous maintenant ? Moi, je fais quoi ? Je choisis de développer l'esprit critique des gens dans la joie et l'humour. Et vous ? Conseil rapide. Trouvez vos talents, vos valeurs, vos passions, vos compétences, votre réseau. Qu'est-ce qui fait vous unique et qu'est-ce qui va avec vous ? Et utilisez-les au service de quelque chose de plus grand que vous, mais quelque chose qui vous parle à vous personnellement. Créez une vision derrière laquelle les gens veulent se mettre, une vision qui vous est propre à vous et tout à fait en accord avec qui vous êtes. Et qui sait, vous n'allez peut-être pas réussir. Peut-être que vous serez une des 90% de personnes qui entreprend quelque chose et qui foire. Mais si vous êtes une personne qui réussit, bah, qui sait, vous changerez le monde. Et sur ça, je dis au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Salut, salut. Putain, pas mal, hein. Quoi ça ? Ta conclusion, Ouais, quand Elle j'ai est envie, je peux être... elle est pas mal, mais je sais pas si tu prends en compte tous les paramètres de ce genre de... Alors, je connais pas Extinction Rebellion, mais... Mais je connais pas non plus et je m'en ça fous, voit. mais je vois les mouvements, je vois... enfin, tu vois. Typiquement, on est sur le pré-ado qui cherche les limites Mais de l'autorité de clairement, papa. C'est les enfants Donc, rois, il se prend une raclée. Et donc, ce que tu dis, c'est une très belle conclusion parce que j'étais pas obligé d'en parler parce que, résultat, tu dis, bah, trouve-toi toi-même. Donc, c'est quelque part, ça suppose que tous ceux qui font la révolution sont des gens qui se cherchent. Et je trouvais ça assez chouette en fait. Ils cherchent un sens, mais c'est très bien. Mais ne t'as va pas des- marcher dans la rue. T'as des gens aussi dans ces mouvements-là qui disent non mais tu comprends pas, il y a un moment si on change pas le système d'en haut, ça va jamais bouger. Tu vois, et ça, ce discours-là, Mais il est c'est ça, compliqué, les gars,